Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai été salariée dans les grandes boîtes pendant 30 ans. Et puis il y a 3 ans, voilà, j'étais un petit peu fatiguée, je n'avais plus vraiment de sens en tant que salariée, manager. C'était beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Et donc j'ai décidé d'être indépendante et de partir dans une nouvelle aventure. Alors moi j'ai pas créé d'entreprise. Parce que mes thématiques, je me cherchais un peu, j'avais pas forcément envie de créer une entreprise, mais j'avais envie de trouver ce qui me convenait à moi. Donc moi aujourd'hui, ce que je fais, en tout cas c'est comme ça que je le résume, c'est que j'accompagne les femmes, les hommes et les entreprises pour raconter leur plus belle histoire. Alors comment je fais ça? C'est à la fois du business coaching, donc j'accompagne effectivement d'autres femmes parce que je connais bien le monde de l'entreprise, et puis j'ai été formée aussi au coaching. Je fais du storytelling parce que j'adore raconter de belles histoires, et que créer une offre, créer un projet, mettre en valeur un projet, c'est toujours raconter une histoire, et c'est très important de bien la raconter cette histoire, et que cette histoire elle vous convienne véritablement. Donc voilà aujourd'hui ce que je fais avec énormément de plaisir. Je rédige aussi beaucoup d'articles, et puis j'ai une très très belle nouvelle, c'est que je viens de signer avec un gros éditeur un livre sur l'efficacité personnelle. Alors je ne peux pas vous donner le titre parce que voilà, c'est un peu top secret, mais voilà, il sortira à la rentrée, et ça parle de femmes, mais ça parle aussi d'hommes, ça parle de l'alliance de nos énergies féminines et masculines, et ça parle de la vraie vie. Et voilà, j'espère que moi je prends beaucoup de plaisir à écrire ce livre, et j'espère que mes lecteurs le comprendront aussi. Voilà, et bien tout de suite on va passer la parole à Marilyn et Jacqueline. Donc elles vont se présenter. Marilyn, est-ce que tu veux démarrer? Qui es-tu? D'où viens-tu? Merci en tout cas Dominique, bonsoir à toutes. Alors moi j'ai 2 enfants parce que c'est aussi important en fait, je pense, toutes, que des femmes. J'ai été salariée pendant une 15aine d'années et je me suis lancée, donc Digital, c'est le nom de ma start-up, qui est en fait la première école nomade, on se déplace dans les écoles pour apprendre le codage informatique, la robotique aux enfants de 5 à 17 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on se rend bien compte que les métiers évoluent, que les métiers d'il y a 2 ans, on ne les connaissait pas, et que, imaginons, dans 5, 10, 15 ans, ce qui va arriver. Et je me suis dit que déjà, ce lien au numérique, tu parlais de formation, pour toi, pour moi, pour tout le monde, plus on le prenait petit, en fait, et plus ça fonctionnait. Et je me suis rendu compte que l'année dernière, c'était en plus obligatoire à l'école, dès le CM2. Et oui, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bon, mais on ne le savait pas ». Et effectivement, on ne le sait pas. Et c'est obligatoire. Donc ils l'ont mis dans le programme scolaire du CM2 en terminale, 1 heure par semaine, avec 15% de la note au brevet, qui est une épreuve de programmation informatique. Et en fait, la réalité sur le terrain, c'est que les mamans, ce sont les mamans qui regardent les devoirs, ne sont pas au courant. Les enseignants ne sont pas formés pour le faire. Il n'y a pas de moyens techniques non plus dans les écoles, en fait, pour mettre des ordis, etc. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. On a un enjeu sociétal déjà, parce que c'est la nouvelle génération qui va nous pousser aussi à les former. Il y a un enjeu, à mon sens, aussi de les rendre acteurs des écrans, parce que tout en tant que maman, grand-mère, tante, cousine, peu importe, on se rend bien compte qu'aujourd'hui les enfants sont derrière les écrans. Et que ce serait bien qu'on leur apprenne voilà, qu'est-ce que c'est qu'une donnée, qu'est-ce que c'est quand on se prend en photo sur Instagram en bikini avec ses copines, c'est cool, mais où vont les photos en fait aussi? C'est quoi un ordinateur? Demain ils monteront peut-être dans des voitures autonomes, mais c'est pas magique en fait, il y a des programmes derrière. Et du coup voilà, j'ai créé Digital il y a 5 mois uniquement pour préparer les enfants et les élèves dans les écoles. Donc aujourd'hui on a déjà 10 écoles à Paris dans lesquelles on intervient. Et on forme 300 élèves par semaine déjà. Et puis ça grossit au fil des jours. Donc voilà, juste le petit pitch de Digital. Mais je crois qu'il y a, alors peut-être que tu as prévu d'en parler un petit peu plus tard, d'accord, sur, moi c'est ça qui me, voilà, ça m'a touchée, d'autant plus que je vais faire un lien avec ce que j'ai entendu mardi dernier, c'est que c'est justement le fait que les petites filles qui sont formées réagissent plutôt très 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 bien. Oui. Oui, c'est vrai qu'un des axes, et c'est vrai que du coup moi je trouve que c'est évident, mais parce que je suis dedans, pardon, et tu as raison. En fait, le sujet des filles, c'est que, par exemple, aujourd'hui dans nos écoles où on va former les enfants,
En grande section, par exemple, chez Digital, on a 90% de filles. Donc c'est génial, on arrive, il n'y a que des petites filles toutes mignonnes qui sont à fond, qui prennent les robots, qui programment les robots, enfin hyper motivées. En primaire, on n'a plus que 50% de filles. Au collège, on n'a plus que 20% de filles. Et au lycée, on n'a plus une seule fille. Et du coup, déjà, c'est un constat un peu dingue en 4-5 mois. Et je pense que, voilà, c'est pas juste un constat, c'est que c'est vraiment la réalité. Donc derrière ça, il y a des vraies questions. Ça veut dire quoi demain sur les emplois de demain? Même si tous ne vont pas devenir développeurs ni codeurs, et c'est pas l'enjeu d'ailleurs. Mais je me dis qu'on va laisser sûrement à la porte encore dans 10 ans ou 15 ans nos filles, nos cousines, nos petites sœurs, enfin peu importe, à la porte d'emploi. Donc la formation en fait, l'éducation au numérique, nous on pense que c'est un enjeu qui est national et en fait personne s'en saisit aujourd'hui. Et pour les petites filles qui ont 5 ans aujourd'hui, ou les ados, ou les lycéennes, comment on fait pour les former en fait? Parce que souvent elles me disent, voilà, nous on le fait pas parce que pour nous l'informatique c'est des geeks. Et donc c'est des espèces de gars avec des cheveux dingues, des lunettes dingues, qui sont autistes chez eux. Et du coup, elles n'ont pas le sentiment en fait de s'approprier cette image. Et on se dit qu'on a déjà un gros boulot pour démocratiser tout ça, pour pas qu'on laisse toute une génération encore de femmes aux portes des métiers. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des médias, que ce soit pour trouver un job, que ce soit pour n'importe quoi, on a besoin de l'éducation numérique. C'est un enjeu fondamental parce qu'aujourd'hui, effectivement, les femmes ne prennent pas ces postes-là dans les entreprises. Même aussi, et en termes de création d'entreprise, elles sont plutôt centrées sur la santé, le service à la personne, l'éducation, etc. Mais pas du tout dans tout ce qui est techno, etc. qui sont quand même, qui vont ouvrir énormément d'opportunités demain. Donc c'est un vrai constat. Donc moi, ce qui quand même me fait plaisir, c'est que je me dis que si on les forme toutes petites, il n'y a pas de problème, elles sont aussi douées, voire plus, sur toutes ces technologies, tout ce qui est digital. C'est pas parce qu'on est une fille que, voilà, c'est simplement une question d'éducation. C'est pour ça que je voulais te faire tout de suite parler de ces sujets. Bien fait. Jacqueline? Bonsoir, je m'appelle Jacqueline, j'ai créé la société Neutrali. Je ne sais pas si je parle assez fort ou pas. Ça va? On peut fermer peut-être la fenêtre. Oui. Ouais. On laisse ouvert là, donc ça va aller. Donc j'ai créé la société Neutrali, c'est un produit qui n'existait pas en France, ni ailleurs d'ailleurs. Et en fait je suis maman, comment on peut dire, maman monoparentale, avec un petit garçon. Et c'est vrai que quand on éduque et quand on accompagne, quand on accompagne un enfant toute seule, et on se forge un certain caractère parce que le quotidien, c'est pas toujours facile. Et le mien, par contre, a arrêté de faire pipi donc à 2 ans et il a rechuté à 5-6 ans. Et j'ai pas souhaité lui remettre la couche culotte. J'ai pas voulu en fait le ramener à son statut de bébé, puisque je lui ai dit à 2 ans, maintenant t'es plus un bébé, t'es un grand garçon. Donc j'avais pas envie de lui remettre la couche culotte. Il fallait trouver une solution alternative. Alors j'ai essayé les stop pipi avec les petites décharges, mais ça marche pas. Ça existe, ouais. C'est vrai. Hein. Voilà. Mais j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, comme il est immonde, il va s'électrocuter. J'avais pas trop confiance. Après j'ai été voir un neurologue, il a pareil, m'a proposé des médicaments, donc j'ai refusé. Parce que c'est un enfant, parce que c'est un corps sain, parce que la problématique c'était qu'il rêvait en fait qu'il faisait pipi sur les toilettes. Et donc il n'y avait pas de pathologie médicale pour donner un médicament dans un corps sain. Je pense qu'il a le temps de s'absorber de toute la pollution et de tout ce qu'on mange et de tout ce qui est toxique. Donc j'ai dit non. Et du coup en fait j'ai créé le protège-couette imperméable. Et parce que c'est vrai que la contrainte de la maman, puisqu'on s'occupe aussi de ça, quand le lit est mouillé, bon, moi j'étais toute seule, donc il n'y avait pas de papa ni à droite ni à gauche. Souvent le papa ne se réveille pas, de toute façon il n'entend pas. Voilà, de toute façon. Enfin, je ne suis pas féministe. Et voilà, donc la contrainte et la corvée c'est pour nous. Donc le matin quand il faisait pipi, c'était tout dans la baignoire, une partie dans la machine à laver, l'autre partie ne rentrait pas. Et un matin, alors jamais en fait m'énerver sur l'enfant, ça je
je me suis dit, même lui, il le vivait mal. Hein. Même lui, un jour, il m'a dit, maman, j'en ai marre, je me coupais les zizi parce que on a marre du pipi au lit. Ah ouais, je lui dis, mais ça va pas, non? Je lui fais pipi, maman, ça la dérange pas du tout. Mais moi, j'en pouvais plus. Et du coup, je prenais la moitié du linge, je mettais dans la machine, et puis un matin, j'ai chargé, mais j'ai tout mis. Hein. J'ai poussé, j'ai mis la couette, l'oreiller, le pyjama, la housse. J'ai tout fermé, je l'ai lancé et boum, le tambour est tombé. En fait, il y avait une courroie à l'intérieur et moi, je ne m'y connais pas, c'est comme la voiture, je n'y connais rien. Donc, je l'ai lancé. Donc ça a été le déclencheur. Et ça, même pas encore, parce que c'est le réparateur qui est venu à la maison. Ouais. Je me suis dit, il va me changer la courroie vite fait, bien fait, ça va me coûter 50 €. Non, ça m'a coûté 250 €. Il m'a dit, je l'emmène avec moi, vous ne la voyez pas pendant 10 jours. Dans ma tête, des pipis tous les jours. J'ai dit, comment je vais faire? Il y avait des couettes partout sur les portes. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous avez qu'à laver léger. Puis je n'ai pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Et ben oui, laver léger. Oui. Ah. Et en fait, en prenant un matin son à-l'aise matelas, je me suis dit, tiens, je vais regarder si dans le même esprit, il existe la housse de couette imperméable. Parce que c'est vrai que la contrainte beaucoup, c'est le dessus de lit de l'enfant, plus l'à-l'aise pour le matelas. Et j'ai regardé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, comment je vais faire? Donc avec la laise en plastique, parce qu'elle était en plastique, avec ma mère, on a bidouillé une housse imperméable. Je lui ai mis ça, je lui ai rien dit. Et je lui ai dit, bah, fais pipi, maman, elle ne te remettra pas la couche. Voilà. Et au bout de 3 mois, en fait, ça s'est arrêté. Mais avant ça, ça a duré quelques années. J'en pouvais plus. Donc ça a été le déclencheur. Et là, je me suis dit, je le trouve nulle part, je vais déposer le brevet. Ça m'a coûté une blinde, mais je travaillais à cette époque-là, j'avais déjà 22 ans d'ancienneté dans la société, et je me suis dit, je crée ma boîte si j'ai le brevet, si j'ai pas le brevet, je crée pas. Et j'ai attendu après 2 ans et demi pour voir si l'INPI en fait allait me donner le brevet. Parce que si j'avais pas eu le brevet, je pense que si j'avais créé, il y aurait eu plein de petits. Voilà. Et après, il y a des grands et il y a des petits. Et quand tu es petit face aux grands, c'est pas facile. Donc, bien protéger son idée, si elle n'existe pas, bien la chercher. Regardez, moi j'ai cherché dans tous les pays, j'ai cherché en toutes les langues, protège couette, waterproof duvet, j'ai tout essayé. Et je me suis dit, c'est pas possible, ils nous ont pondu et inventé le protège matelas. Et quand un enfant mouille le lit, il mouille partout. Et je ne comprenais pas pourquoi la housse de couette n'existait pas, imperméable. Ça, c'est un point important, c'est de se dire que quelquefois, de créer une entreprise, c'est pas forcément de trouver l'idée extraordinaire, voilà, ça peut être simplement quelque chose qui part de votre quotidien. C'est juste une solution à une contrainte. Oui, exactement. On peut être dans la cuisine, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas râler. Moi, je vois trop de gens râler, tourner autour du problème. Hop, si on peut, essayer juste de se poser, réfléchir et se dire, tiens, peut-être que je pourrais proposer ça, ou peut-être que je pourrais inventer ça, ou peut-être que je pourrais même améliorer ce qui existe déjà. Ouais. Voilà. Une entreprise voilà, peut juste effectivement partir de ça. Juste ça. Et après, il faut s'informer beaucoup, lire beaucoup, regarder, taper partout. Quoi. Ça, on en parlera dans une autre question. Tu m'arrêtes parce que moi, alors, je vais revenir à Marilyn. Bon, Jacqueline, on a déjà pas mal de déclencheurs, hein, mais bon, là, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses encore à nous raconter. Marilyn, finalement, c'est quoi aussi quand même le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a décidé à créer ton entreprise? En fait, le truc, c'est qu'on a l'impression que un matin, tu vas te réveiller et ou t'attends l'idée, en fait. C'est-à-dire que tu as ce truc depuis longtemps, de te dire que tu vas être entrepreneur et tu te dis un jour, je vais trouver l'idée. En fait, ça vient pas comme ça. En fait, avec du recul, tu te rends compte qu'il y a 2 choses en parallèle. Il y a toi déjà en tant que personne, donc le fait aussi, mais c'est lié, hein, si je réponds à ta question. C'est lié à sa confiance en soi, en fait, surtout. En fait, chez les femmes, contrairement aux hommes, hein, c'est toutes, où eux, effectivement, ils sont moins bons à l'école, mais ils ont confiance en eux, etc. Ils n'attendent pas d'être à 100% de leurs compétences pour demander un job, créer une boîte, etc. Nous, on est toujours les bonnes élèves. Donc, on fait ce qu'on nous dit et on fait hyper bien, quoi. Sauf que ça marche super bien à l'école et que dans la vraie vie, après, dans les entreprises, quels que soient les postes, etc., nous, avant de demander un job, on dit « Mais attends, non, je ne serai jamais, je ne suis pas à 100%, et ça, je ne l'ai pas fait. » Et eux, ils ne se posent pas la question, en fait. Et du coup, quand on fait ce cheminement aussi, hein, de devenir un jour entrepreneur, entrepreneuse et de créer sa boîte, c'est parce qu'on a fait un chemin sur soi aussi, en se disant « Mais attends, ok, j'ai pas super confiance en moi, mais il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. »
Et en fait, Digital, je l'ai créé, mais ça faisait déjà hyper longtemps, comme vous toutes, je pense. Hein. On cherche une idée, on cherche un chemin. Est-ce que c'est dans l'entreprise? Est-ce que c'est intrapreneur? Est-ce que c'est créer? Est-ce que c'est être freelance? Est-ce que c'est être auto-entrepreneur? Est-ce que c'est reprendre une société? Et en fait, est-ce que c'est les deux? Oui. Et je pense que si vous êtes toutes là aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, il y a une question qui se pose. Donc, ça fait un moment. Donc, vous tournez autour du sujet, vous voulez vous rassurer, etc. Donc, on le fait tout, en fait, ce parcours. Et puis, un jour, je dis toujours que ce qui est intéressant quand tu essayes de le rendre séquentiel, le jour où tu crées ta boîte avec l'idée, c'est qu'en fait, au départ, pour te donner confiance, déjà, je pense que tout, il faut qu'on respire. Alors, respirer, le physique, mais c'est de se dire, vous êtes toutes pris dans le quotidien. Les enfants, le chéri, peu importe, le boulot, les courses, le linge, les lessives. Et qu'en fait, à quel moment, en fait, vous respirez en laissant de la place dans votre esprit, déjà. Quand on laisse de la place dans l'esprit, on s'inspire. Donc, on a plus de temps pour soi, déjà, se dire qu'on va se faire violence, aller au sport, aller voir une expo, prendre un peu de temps pour son esprit. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aussi beaucoup inspirée. En me disant, bon, t'as pas encore l'idée, mais j'ai lu des conférences sur TEDx, peu importe, venir à des événements comme ce soir, regarder des chaînes à l'étranger, enfin, peu importe, tout est bon pour, respirer, prendre du temps pour soi, s'inspirer. Et puis d'un coup, on se réalise que, on se dit, ah, c'est bien, mais il faut peut-être que je rencontre des gens. Ben alors, qui je rencontre? Bon, bah alors, et si je me lançais dans l'association de mon école? Est-ce que si je me lançais, j'en sais rien, moi, l'association du quartier, donner à manger, peu importe. On rencontre d'autres gens, on sort de chez soi, on s'habille différemment, même si on a le boulot. C'est une sortie, on sort de son quotidien. On se rend compte qu'on est capable, soi, en fait, de faire des choses et de prendre un projet. C'est une première étape. Enfin, voilà, moi, c'est ce qui m'a servi aussi. Et puis après, on s'est dit, bon, alors maintenant, je vais faire du réseau. C'est quoi le réseau? Tout le monde parle du réseau, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Bon, bah, je peux déjà peut-être inviter des copines à dîner, et puis peut-être qu'elles en inviteront une autre que je connais pas, et puis on va échanger sur ce qu'on fait, pourquoi, comment, et c'est quoi les bonnes pratiques. Et puis on se crée un petit groupe, et puis on se dit, mais en fait, t'es sur LinkedIn, c'est quoi? Non, mais c'est quoi ton truc? Alors on commence à regarder. Voilà, pas avoir peur en fait de se lancer petit à petit. Et en fait, pourquoi je raconte ça? Parce que Digital est né il y a 2 ans. En fait, j'organise un dîner de femmes que je ne connaissais pas et je me lance en fait. Je me dis, bon, je me lance, j'invite des femmes et tout. Et lors de cette tour de table, tout le monde se présente et toutes faisaient quelque chose d'hyper différent. Et il y en a une qui dit, oh là là, mon fils vient de faire un cours de coding aux États-Unis. Je dis, quoi, un cours de coding? Mais qu'est-ce que c'est que le coding? Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est le codage informatique. Je dis, d'accord, mais sur les enfants? Ah, mais aux États-Unis, c'est un cours obligatoire, etc. Ils en font 2 heures par jour. Et c'est là, en fait, qu'en créant ce dîner, si je n'avais pas fait ce dîner, fait l'effort de rencontrer ces femmes que je ne connaissais pas, que ça m'est venu en me disant, mais et nous, qu'est-ce qu'on fait en France, en fait? C'est quoi le coding? C'est dingue! Et donc, l'idée a germé pendant 2 ans, comme toi, tu vois, c'est assez long. Je me suis renseignée, j'ai regardé, j'ai posé des questions, j'ai tapé partout, codage en France, enfants, école. Ah ouais, le jour où on se lance, c'est pas le jour où on a eu l'idée. Hein. Pas du tout, en fait. Et du coup, le cheminement peut prendre un peu de temps et c'est normal, en fait. Et ça a pris 2 ans. Donc merci, ça c'est important, c'est rassurant. Hein. C'est ce que je disais, c'est que c'est un chemin. Voilà, c'est un chemin. Il y a des impulsions, il y a des choses des fois qui déclenchent, mais des fois c'est pas forcément une idée en amène une autre, hein, c'est ça. Une personne vous fait rencontrer une personne. Donc je dirais que il y a beaucoup de curiosité. Il y a à la fois de la curiosité, il y a aussi de la confiance en soi, de l'observation et ne pas se mettre des freins, mais on va parler des freins. Juste, j'ai posé une question dans la salle avant de continuer, c'est quelles sont les personnes qui ont déjà créé une entreprise dans la salle? Ok. Quelles sont qui sont en train de créer une entreprise? Une entreprise au sens large, hein, micro-entreprise, tous les statuts. D'accord. Qui est-ce qui a le projet? Et quelles sont celles qui sont plutôt à l'état juste d'idées, de curiosité, voilà, mais sans pour le moment avoir mis quelque chose de précis? D'accord. Comme ça me permet de voir un petit peu le... Alors, justement, tu parlais... alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'étapes hein, dans la création d'une entreprise, ne serait-ce que même dans la décision. Je vais commencer par toi, Jacqueline. Est-ce que tu as vécu, observé des freins, des croyances, des stéréotypes, des choses qui t'ont un peu freiné, enfermé, qui t'empêchaient d'avancer, même si après tu les as dépassés hein? Non.
Non, Aucun. parce que en fait, je terminais ma journée, je préparais donc ce qu'il y avait à préparer avec le petit. Dès qu'il était couché, je prenais mon ordinateur et j'y passais des heures et des nuits entières à regarder, à m'informer. Qu'est-ce qui se passe quand on a une idée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Les salons. En fait, chaque question me renvoyait une information. Chaque information me renvoyait vers d'autres questions. En fait, c'est le début de la lecture, de quand on met le nez dedans, où les questions vont arriver les unes après les autres. Je ne les ai pas notées. Je ne connaissais absolument pas le domaine, ni l'univers. J'ai lu. Et à force de lire, je notais les questions, j'allais sur les sites. L'APCE, c'est un site qui donne beaucoup d'informations. Ouais. Et en plus, il y a des informations en texte et il y a des informations en vidéo. J'en avais marre de lire, je regardais des fois les gens comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté? Non, parce que je sentais qu'il fallait que je fonce là-dedans. Ouais, Dans le travail, ça allait pas assez vite, ça me correspondait pas. Au bout de 6 ans d'entreprise, un jour, je me suis assise dans mon bureau, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu ressens pas, pourquoi tu... Voilà, je voulais être plus docile. Hein. Là, le déclencheur. J'ai même été voir... Je l'ai pas lu tout à l'heure, maintenant je l'ai. J'ai été voir une femme qui est un centre pour justement le bilan de compétences. Oui, et tout. c'est Je leur ai important. dit, je veux faire une formation pour être gentille, droite, appuyer toujours sur la même touche, ne pas ouvrir ma bouche pendant des réunions parce qu'il y avait des supérieurs, parce que j'arrivais à les contredire, parce que je trouvais des solutions à leurs problèmes quand ils avaient 2 millions dehors, parce que c'était pas payé alors que la solution elle était devant. Hein. Un jour il y en a un qui m'a dit, Jacqueline, si j'étais pas de bonne humeur, je vous aurais collé au mur. Je lui ai dit, bah alors là, essayez. Hein. Je lui ai dit, bon, Vous avez vu, Jacqueline a quand même du caractère. Ah, et voilà, Pas après de frein. j'étais... Et ton entourage proche, on va dire, Il me connaît aussi. Dans ils ce étaient favorables à ta création d'entreprise? Ça n'a pas été un sens. frein? J'en ai parlé à personne. Ah. Moi, j'ai parlé quand j'ai dû faire un crédit parce que j'avais pas l'argent pour On va en parler tout à l'heure, de l'argent. pour le brevet. Ouais. J'ai fait un crédit, j'ai rien dit à personne. D'accord. Sinon, ils m'auraient dit, t'es folle. Parce que Sûr c'est de ça? beaucoup d'argent. Sûr? Ouais, Ah sûr. oui. Ouais. Oui. Parce qu'ils ont peur, les gens ont peur, et quand c'est moyen, ils ont peur. Mais moi, j'avais envie de vibrer avec ce risque-là et de me dire, c'est pas grave, si je perds 15 000, je perds 15 000. Ouais. Bon, si je les avais perdus, je l'aurais dit à personne. J'aurais été voir un psychologue. J'aurais récupéré un client peut-être. Ah non, même ma mère, elle a baissé les bras, elle m'a dit je peux plus rien faire. Je m'écoute, j'ai une voix, une petite voix, il y a toujours une petite voix. Ouais. Et en règle générale, elle vous guide bien. Hein. Ouais, donc le déclencheur, c'est pour ça que je voulais que tu racontes ça, parce que les déclencheurs, c'était bien sûr de façon très pratico-pratique ce que tu vivais avec ton fils, mais c'était aussi qu'au travail, il n'y avait pas le sens, quoi. À un moment donné, ta petite voix te disait, je suis pas faite pour ça, j'ai envie d'être utile, j'ai envie de faire autre chose. Donc c'est cette combinaison, en fait, qui Je suis rentrée assistante marketing, j'ai fini gestionnaire de base de données, écrire des modes opératoires, écrire des procédures de travail, former 200 personnes dans l'entreprise et à l'extérieur, aller à des séminaires au Danemark et tout. Bon, après, j'ai fait le tour et après, on m'a redemandé de rappuyer sur la même touche. J'ai dit, bah non. Je crois que ça vous parle bien. Alors Marilyn, pareil, je repose la même question. Des freins, des croyances, des obstacles techniques, juridiques, humains, peu importe en fait. Qu'est-ce que tu as observé? Pas forcément, on peut passer aux choses positives, hein, si on a pas. Oui, non, écoute, moi j'ai pas eu de frein, enfin de moi-même, de doute, etc. Parce que, en fait, créer sa boîte, c'est pas compliqué en fait. Il faut juste écouter sa petite voix. De toute façon, le driver de notre vie en tant qu'être humain, c'est écouter sa voix. Sa petite voix, son intuition. Enfin, et c'est là que ça se voilà, passe. en fait, on le vit, c'est plus fort que tout. Et je pense que parfois on se dit, mais est-ce que je suis faite pour créer une entreprise, etc. En fait, il ne faut pas se poser de questions. Si on a l'idée et qu'on sent au fond de soi que c'est celle-ci et qu'on est prête à tout pour ça, c'est que c'est la bonne. Et si pour l'instant vous ne le ressentez pas, c'est pas grave. C'est que c'est pas le moment et que ça viendra. Et en fait, une fois qu'on a ce truc au trip, en fait, on l'incarne tellement que du coup, en fait, plus rien ne peut vous arrêter. C'est un truc un peu fou, quoi.
Et tant qu'on l'a pas vécu, on se dit, mais elles sont complètement folles les deux. Alors peut-être qu'on l'est aussi, mais tant mieux. Mais tant mieux. Et c'est vrai qu'il y a toujours un grain de folie aussi dans le fait de créer, de se lancer. Parce que si on commence à réfléchir, à se dire la to-do list c'est ça, oh punaise, la to-do financière c'est ça, la to-do de mon mec c'est ça, oh, l'équilibre financier c'est ça, en fait le truc il est hyper flippant. Donc je trouve que ce qui aide pour justement avoir, enfin moi j'ai aucun doute, peut-être que tu vois ça partira comme ça ou comme ça, mais le truc c'est que quand t'es dedans, t'es tellement illuminé par le sujet que t'as pas de frein en fait. Et nous on a démarré, enfin Digital, j'ai démarré, j'avais signé une école, un contrat, et j'avais même pas mes statuts. J'avais pas quitté mon ancienne boîte, d'accord. J'avais aucun gentil geek, qui sont nos profs, pour démarrer, et ça démarrait la semaine suivante. Et si tu commences à te dire, oh mon Dieu, tu vois, tu le fais pas. En revanche, le doute des autres, qui te projettent leur propre angoisse sur toi, là, tu vois. Et en fait, une fois que tu as compris que c'est leur angoisse, et qu'en fait, les gens parlent que d'eux, en fait, et quand ils disent, mais tu es folle, et t'as pas de peur, en fait, c'est eux qui ont peur. En fait, ça, on m'a appris ça, tu vois, un coach m'a appris ça, que les gens parlent d'eux. Donc quand ils te disent, t'es folle, tu devrais avoir peur, avoir des doutes, en fait, c'est eux qui rejettent. Et toi, tu dis, oh, mon Dieu, mais pourquoi ils me disent ça, mais non. Et voilà, mais il y en a, on aura toujours des gens autour de soi. Toujours, ce que j'appelle les relations toxiques, et d'ailleurs dans la vie privée, personnelle, c'est exactement la même chose. Je pense que quand on crée une entreprise, c'est extrêmement important d'abord d'écouter sa petite voix. Et d'ailleurs c'est là souvent qu'on voit les vrais amis, parce que les vrais amis, bah, ils vont, même s'ils ne comprennent pas ce que vous faites, ils vont vous faire confiance, ils vont dire bah, vas-y si tu le sens, vas-y, voilà. Et c'est à ce moment-là, quand on a un projet ou qu'on veut créer une entreprise, qu'on voit bien ce que j'appelle les relations toxiques. C'est des gens qui finalement, c'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est pas qu'ils vous veulent du mal, mais effectivement ils ont eux-mêmes des peurs et ils projettent ça sur vous. Et à un moment donné, et c'est pas toujours évident, il faut savoir se séparer. Se séparer des relations toxiques, en tout cas ne pas les voir de trop souvent, parce qu'ils vont pas vous aider en fait, ils vont vous enfoncer, ils vont pas vous aider à effectivement émerger. Mais on ne crée pas le jour où on a décidé de créer, hein. Non, ça c'est juste aussi. C'est-à-dire qu'avant on peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans sur le projet, se renseigner, vraiment se l'apprivoiser. Et bien le ressentir vraiment s'il y a des tripes et si on a envie de mettre toute l'énergie dedans, avant de se dire je vais créer. Et là quand on va se dire je vais créer, là on a vraiment plus peur parce qu'on maîtrise toutes les informations, on s'est bien renseigné, on a été sur les salons de l'entrepreneuriat, on a été voir les pépinières, on a été voir un petit peu partout, on s'est renseigné et c'est là après qu'on décide de créer, là on n'a plus peur de créer. Tu vois, je pense que les deux sont compatibles. Comme quoi, en fait, on est tous différents, on est tous uniques, on n'a pas le même projet, on n'a pas la même façon de... Marilyn, toi, tu l'as fait... Bon, toi aussi, c'est vrai que c'est un projet qui a mis du temps. Mais en même temps, ce que disait Marilyn, qui est intéressant, c'est que des fois, le démarrage, une fois que tout ça, ça a un petit peu... comment dire... mûri, c'est ça. La mise en action, elle peut être hyper rapide. Alors effectivement, on n'a même pas le statut, etc. Je voyais, mardi j'étais à un gros colloque où il y avait quand même 600 femmes et il y avait deux jeunes filles qui pitchaient, qui ont créé, alors je me souviens plus, mais c'est en fait de la cuisine, elles font appel, c'est de la cuisine internationale, donc en fait elles font appel à des femmes qui n'ont pas forcément d'entreprise, mais qui cuisinent très très bien. Je crois que c'est Mama... Oh, je sais plus, ça y est, enfin bref, et elles ont raconté, c'était juste extraordinaire, quand ça a commencé à avoir l'idée, elles ont commencé à avoir des commandes, elles n'avaient effectivement même pas rien créé, rien du tout, elles sont allées pitcher alors que la société n'était même pas créée, qu'elles n'avaient rien du tout, et puis bah, elles ont senti que ça plaisait quoi. Puis de fil en aiguille, bah, elles ont commencé de façon complètement artisanale, et après seulement elles ont créé leur boîte. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas... Ça peut être beaucoup plus spontané, mais comme vous l'avez dit toutes les deux, c'est quand vous sentez que c'est quelque chose qui est là, ça marche, ça fonctionne, et vous pouvez y aller. Donc il y a aussi le test and learn quelque part. Hein. Alors démarrer petit, elles n'ont pris aucun risque, au contraire. Alors elles, c'était aucun risque. Hein. Elles avaient l'idée, elles l'ont testé, ça a marché, et elles n'ont pas pris de risque en fait. Bon, maintenant elles vont en prendre, hein, parce qu'il faut créer la société, il y a des choses à faire, mais elles n'ont pas pris de risque, elles ont simplement dit on a envie de faire ça.
Et pour rebondir sur ce qu'on disait, et on disait tout à l'heure avec Jacqueline, c'est que en fait, quand tu as ce truc dans les tripes, en fait, tu es tellement illuminé, mais enfin, voilà, tu incarnes tellement ton projet que tu es tellement à fond tout le temps que les gens, en fait, moi, tu vois, on disait ça, c'est émotionnelle et humaine que moi, j'ai jamais rencontré. Ouais. Tu vois, moi qui suis très cartésienne parfois, mais pas tant que ça. Et en fait, mais quand très forte. Hein, très forte. Enfin, on peut pleurer pendant une semaine de bonheur et se dire c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous l'avez au triple, le truc, vous avez l'impression que vous retournez et tout le monde vous suit. Et vous suit, mais juste sur votre énergie, votre envie. Il y a plein de gens qui se greffent à vous, qui vous proposent des services bénévolement. Enfin, aujourd'hui, par exemple, Digital, on a la chance d'avoir une agence de com géniale qui nous suit, qui nous fait tout pro bono, donc gratuitement. J'ai un avocat qui fait tout gratuitement parce qu'il y croit. J'ai des mamans là, ambassadrices qui croient tellement Digital, qui vont d'elles-mêmes porter la bonne parole, essayer de faire du réseau, etc. J'ai été reçue par le ministre du numérique il y a 3 semaines. Alors évidemment, j'ai pleuré comme une madeleine en réalisant devant la porte que j'y entrais. Donc j'appelle ma mère, elle me dit « Mais attends, c'est pas le moment de pleurer, mais pourquoi tu pleures ?» Mais maman, je sais pas, c'est complètement dingue, au bout de 3 mois, c'est fou. Hein. Donc j'ai séché mes larmes, hein. Je le vois pendant 1h30, il dit que Digital c'est génial, je ressors de là, je me remets à pleurer pendant 1h30. J'ai pleuré pendant 5 jours, parce que les filles au Véro qui me connaissent, et c'est vrai, on ne sait pas pourquoi on pleure, c'est juste parce que les gens vous suivent en fait. Et c'est là aussi où on sait que c'est aussi voilà, ce qui nous correspond. Parce qu'en fait, un projet, que ce soit la création, que ce soit d'être freelance, c'est parce qu'aujourd'hui vous avez l'âge d'incarner en fait vos compétences, vos valeurs, vos expériences. Et c'est ce que vous vendez en fait aujourd'hui. Vous vendez ce que vous savez faire de manière autonome. Et du coup, si vous êtes complètement vous, en fait, ça fonctionne comme un aimant à énergie. Ouais. Et en fait, dans ce monde où il n'y a pas beaucoup d'énergie souvent positive, il suffit que vous y croyez. Hein, et en fait, ça ouvre des portes auxquelles vous n'auriez jamais pensé et auxquelles vous n'avez jamais calculé en fait. Vous n'êtes pas dit, ah ben ma stratégie commerciale, je vais essayer d'approcher celui-là et celui-là et celui-là. Et en fait, ça se fait juste, ce que moi je dis serendipity. C'est-à-dire que vous avez un objectif, vous savez que votre boîte, vous avez envie de faire ça, vous regardez devant vous, et vous ne savez pas comment vous allez y arriver, mais en fait, il y a plein de gens, plein d'énergie, plein de rendez-vous qui vont se faire, qui vont ouvrir d'autres portes, etc., sans que vous ayez jamais, en fait, comment dire, programmé tout ça. C'est un point extrêmement important. Moi, je suis complètement d'accord, ouais. Et c'est comme je te disais tout à l'heure, quand on a créé, quand on a... Moi, je pleure. Moi, je pleure. J'ai une cliente qui me dit, mais c'est magnifique ce que vous avez. Oui, je pleure. Parce qu'on l'a fait avec ma mère. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, depuis quand on a déposé les statuts, après, c'est comme si vous avez une grande baguette comme ça, on se retrouve sur une corde et on devient funambule. Très jolie image. Funambule. Et on avance, l'objectif est en face et on y va. On est prudent parce qu'on n'a pas toutes les casquettes de chef d'entreprise. On apprend, moi j'apprends encore aujourd'hui. On apprend tous les jours, on apprend. Vous avez oublié ça? Bah écoutez, moi je suis pas chef d'entreprise, je suis créatrice. Hein. Je dis moi, je crée des choses, mais je suis pas encore chef, je connais pas tout. Et il y a des personnes compétentes pour ça. Donc après on se rapproche et on les rencontre. Par contre, il faut des fois faire attention parce qu'on peut faire de très mauvaises rencontres. Mais il ne faut pas culpabiliser parce qu'on n'est pas... moi, je revendique que je ne suis pas la grande chef d'entreprise qui connaît tout. D'ailleurs, même le chef d'entreprise, il a plein de services. Il a des responsables, des directeurs. Et voilà, moi, je suis tout ça, mais à mon rythme. Quand tu parles de mauvaises rencontres, là, tu penses à quoi? Alors, je ne demande pas de nom, hein, mais... Non, je me rappelle plus du nom, mais... Ça coûte quoi une mauvaise rencontre? Une mauvaise rencontre, c'est quand tu t'es cassé la tête pendant 1 an à faire ton site, jusqu'au petit matin, il est 10h du matin, tu as enfin cadré l'image, et encore, elle n'est pas tout à fait cadrée, c'est pas grave. Et après, tu passes au CGV, c'est les conditions générales de vente. Donc, on peut s'en inspirer. Je me suis inspirée dans mon secteur d'activité de 5-6 CGV. J'ai regardé, j'ai lu et ensuite j'ai rencontré une juriste qui m'a proposé en tant qu'accompagnateur de créateurs à aider en fait les créateurs à rédiger des CGV. Et je lui ai dit écoute, et elle m'a demandé un service en parallèle pour la commune où j'habite. Je lui ai dit ok, pas de problème, je te rends ce service. Et moi je me suis dit c'est une juriste, bon elle est bien.
Donc je fais ce que j'ai à faire en mission pour elle, et elle fait ça pour moi. Et je lance le site, et 3 semaines après, j'ai la DGCCRF qui me tombe dessus. Alors c'est la direction, la répression, voilà. Écoutez, et 3 semaines après, elle me dit, le site, vous le refermez, et il faut corriger. Et je lui dis, mais je corrige quoi? Et elle me dit, on vous envoie un petit courrier. Ils m'ont renvoyé 6 pages, recto verso. Je dis, alors ils mettent pas ce qu'on doit changer, comment on doit le changer. Voilà, il dit, cet article-là, il faut le changer, cet article-là, il faut le changer. En fait, il y avait tout à changer. Donc elle, je l'appelle et je lui dis, écoute, moi je t'ai rendu bien ce service, toi tu dois me corriger les CGV. Il me dit, oui, pas de problème, 150 € de l'heure. Je dis, j'ai pleuré. Hein. Et c'est pour ça que le site, après, en fait, j'avais créé la boîte, j'avais tout. Je crois que j'ai fait des petites choses des fois à l'envers, mais c'est pas grave. Et après, j'ai mis, je crois, 6 mois, j'ai échangé avec elle, le site était bloqué. Donc après, j'ai appelé la DGCCRF. Moi, je lui explique la vérité. Faut raconter la vérité. Quand on raconte la vérité, les gens sont prêts à vous aider et à vous tendre la main. Et moi, je lui ai raconté ma mésaventure avec cette juriste-là. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, vous avez du temps? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, moi aussi. Il me dit, prenez un stylo, et on a tout refait. Oui. Tout. Alors mes CGV, c'est... C'est beau. Nickel. C'est de monsieur de GCCR. C'est lui qui a signé. Hein. Ah ouais. Et après, il me dit, là, vous pouvez... Il y a des côtés juridiques comme ça où on s'y attend pas. Hein. Moi, je me suis dit, c'est cool, mon site, il est plus ou moins bien fait, c'est bon. Et il y a marqué activé, ça veut dire qu'on le lance. Hein. Mais après, ça rentre dans le référencement Google et tout. Et si on l'arrête, ça bouscule tout. Et ça repart sur 6 mois avant qu'on vous retrouve. Déjà, moi, j'étais pas facile à trouver. Parce que protège quoi imperméable, même quand on le dit, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Il faut que je l'explique, il faut que je montre. Et, mais là, le demander, le rechercher sur Google, c'était mort. J'avais fait plein de pubs avant et tout. Et voilà, heureusement, il m'a tout corrigé. Tu vois, ça c'est important de le partager parce que tu me disais, il n'y a aucun frein, mais tu en non, il n'y a aucun frein quand tu te lances. Oui, mais dans la mais là, ce frein-là, par contre, c'est faire vraiment les bonnes rencontres. Il faut être vigilant. Il faut sentir les personnes avec lesquelles on doit travailler, comme les experts comptables, même d'autres personnes. C'est vrai, il faut choisir... Ça m'amène à la question ressources, parce que ce que vous dites toutes les deux, il y a 2 choses qui sont pour moi complètement justes. C'est effectivement, il faut quand même être vigilant des personnes qui vont vous accompagner. Et on va parler des ressources, parce qu'il y a quand même des domaines sur lesquels c'est bien de se faire accompagner. Et se faire accompagner, ça ne veut pas dire mettre beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir de l'accompagnement gratuit, on va en parler. Vous pouvez avoir de l'accompagnement payant sur certaines choses, mais pas forcément des budgets faramineux. En tout cas, il faut faire très attention aux personnes qui vont vous accompagner. Donc il y a les ressources, c'est important de bien les choisir. Et ce que tu disais, Marilyn, et qui est juste extraordinaire, on parlait de solidarité, c'est vrai que si vous êtes, ce que j'appelle moi, aligné, c'est que ce projet vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de le lancer, petit à petit, vous verrez, les aides vont venir. Et des fois, ils vont venir, vous ne vous attendez pas du tout à ce que ça vienne de là. Donc soyez aussi très ouverte, gardez l'esprit libre et ouvert parce qu'il y a vraiment cette solidarité aujourd'hui. Oui, ça existe vraiment et vous le rencontrerez sur votre chemin si vous êtes bien avec votre projet, si vous êtes bien avec ce que vous êtes. Attention, ça n'exclut pas le travail, beaucoup de travail. Oui. Je crois que ça a été évoqué, Marilyn a dit qu'elle y passait, non, excuse-moi, Jacqueline a dit qu'elle y passait ses nuits. Voilà, non, il y a du travail aussi. On n'a pas de baguette magique. On ne compte pas les heures, c'est vraiment du... Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des miracles, mais en même temps, on n'est pas baguette magique non plus. Non. La magie, ça existe, il y a des très très belles choses qui peuvent arriver, mais il y a aussi du travail. Je crois que le plus important, c'est comme vous l'avez dit, c'est de le sentir là, c'est sentir, oui, j'ai vraiment quand il est là, il ne part plus. Hein. Voilà, c'est là. Quand il est là, il ne part pas. Moi, j'ai une amie qui a fait un site magnifique avec une idée géniale, mais c'était pas là. Ça venait de là. Ça n'a pas marché, elle est repartie sur le marché du travail. Le truc, il est en stand-by. Mais j'adore ce qu'elle fait. Hein. Si j'avais les moyens, je rachèterais. Hein. C'est magnifique. Mais elle parle pas avec ça. Alors je sais pas si c'est par
par rapport au fait qu'elle soit comptable. Je pense pas. Mais c'est vrai que quand elle en parle, on dirait qu'elle porte la misère sur. Je dis, on va en parler tout à l'heure, des énergies. C'est l'univers de l'enfant. Voilà, mais on va parler des énergies. Je sais pas. C'est les chakras, ils sont pas des. Mais on va parler des énergies. On va parler des chakras. J'ai essayé de la sacraliser, mais au bout de Le comptable, c'est dur à sacraliser, tu sais. Ah, le comptable, ça va. Alors les ressources. On va parler des ressources. Alors les ressources, justement. Auxquelles vous pouvez effectivement. En fait, le truc, c'est que. Donc évidemment, souvent avant, il y a beaucoup de travail, jour et nuit, on prépare le projet, etc. La grande différence aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a une chance folle dans ce pays. On croit qu'on ne le croit pas. C'est qu'il y a encore 3-4 ans, créer une entreprise pour une femme, c'était impossible. Moi, j'ai créé ma première start-up en 2009, en même temps que je bossais, bien sûr. L'idée, peu importe, c'était un site e-commerce pour vendre des produits bio. D'accord? Parce que j'ai 2 névroses dans la vie, même plus, mais la bouffe et les écrans. Mais il y a d'autres névroses qui se rajoutent. Mais celle-ci, c'était vraiment les axes hyper importants. Et la bouffe, en 2009, je me dis, on mange n'importe quoi, il faut lancer du bio. Donc j'essaie de créer mon premier site internet en 2009. En 2009, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, créer son premier site internet pour vendre des produits bio, il n'y a pas de logistique, il n'y a personne, enfin c'est compliqué. Et en fait, aujourd'hui, la grande différence, c'est que tout est fait pour que vous créiez votre entreprise sans un sou véritablement. Pourquoi? 2009, pour créer une entreprise, il faut un avocat qui crée des statuts. Un avocat, il va vous dire c'est 1000, 1500 euros. Dans le budget, mine de rien, un expert comptable. Allez voir des banques. Moi, à l'époque, pour ouvrir un compte en banque, ça s'appelait la volupté, j'ai fait 5 banques, d'accord? Avec mon RIB. Et pourtant, je suis le stéréotype de la femme voilà, qui va bien, nanana, cadre, etc. Donc, on a quand même fait 5. Donc, je me dis, c'est quand même surréaliste. Aujourd'hui, concrètement, digitaux, donc, pour créer mes statuts, ça m'a coûté 350 € chez Legal Start. Legal Start, c'est une start-up. Vous allez dessus, vous créez vos statuts. Et quand vous avez un doute, parce que c'est pas inné à tout le monde de se dire je fais une SARL, je fais une SAS, etc., vous les appelez, ils vous conseillent en ligne. D'accord? Ça vous coûte 350 €. Ils font tout. Ils vous pré-rédigent les statuts, ils vous demandent votre pièce d'identité, pas grand-chose, enfin, ce qu'il faut, le nom du président, etc. Et ensuite, ils vous demandent votre banque. Et là, clairement, moi j'ai fait avec Conto, que j'adore, Q-O-N-T-O. Conto, c'est une banque qui m'a pris exactement 10 minutes. Ouais. Donc, j'ai pas eu besoin de sortir de chez moi avec mon RIB, etc. J'ai pris en photo mon passeport, enfin une carte d'identité. J'ai signé, j'ai pris en photo les signatures. Je l'ai envoyé sur le site de Conto. Ils se sont mis en lien avec Legal Start. J'ai mis la création de mon capital, 1000 €. J'ai seulement créé Digital avec 1000 € dessus. Ils ont géré. En 48 heures, j'avais mon extrait CABIS, mon compte en banque de créer, l'accès en ligne avec un dashboard super beau, designé, etc. pour un coût de 350 €. D'accord? Donc ça, il y a 10 ans, enfin, moi je l'ai vécu. Hein, non, ça n'existait pas. Donc, pas besoin de justifier mon projet et le BP, et j'ai fait un business plan, et non, rien. Vous l'ouvrez comme ça, bim. Ensuite, sur le sujet expert comptable. Il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon. Hein. Un expert comptable, ça sert à la base pour clôturer un bilan. D'accord? Donc on va commencer à paniquer sur le choix de l'expert comptable au bout de 8-9 mois. Avant, on va se calmer. Hein. Et au besoin, justement, dans tout cet écosystème, Legal Start, Conto, ils vous proposent des experts comptables spécialisés pour les créations avec des petits forfaits mensuels. D'accord? Ensuite, sur la compta, aujourd'hui... Minimum, toi, tu y sens à combien, cela? Écoute, moi je leur ai dit, je vous rappelle dans 6 mois, et en fait je crois que c'est 250 € à l'année pour démarrer. Ouais. Ce qui est très très loin de ce qu'on peut vous proposer par ailleurs. Hein. Moi j'ai fait aussi pas mal de benchmarking, c'est vraiment le plus intéressant. Hein. C'est rien. Donc notez ça, voilà. Donc ça c'est important, c'est très le cadre des frais en fait, de ressources. Après, aujourd'hui on a aussi une chance folle, c'est que par exemple, nous chez Digital, aujourd'hui, moi j'ai pas de moyens pour faire de la com sur les réseaux sociaux. J'ai pas un DIRCOM, quoi. J'ai pas une directrice marketing. Et donc, non, mais tu rigoles. Mais, oui, mais quand t'as pas, tu vois, t'as pas les moyens, j'ai appris le pays. Du coup, il y a des sites, en fait, pour vous aider, qui sont vraiment pas chers, qui sont par exemple Upwork, qui s'appelle Malte,
Il y a la crème de la crème que j'adore. Tu vois, la crème de la crème, j'ai eu une intervention d'un super gars, il est venu 3 heures avec moi chez Digital pour mettre en place toute la stratégie comme réseaux sociaux. D'accord? Ça m'a coûté 150 euros. 150 euros, 3 heures. Derrière, il m'a fait toute la stratégie, la roadmap, le calendrier, quel jour je mets une vidéo, quel jour je mets une citation, c'est quoi mes réseaux sociaux pour Digital, Facebook, LinkedIn, les jours où c'est les plus vu, 150 euros. D'accord? Il y a 10 ans, quand j'ai créé la Volupté, il fallait que j'aille voir des agences de com spécialisées. Elles faisaient des devis à 10 000, 20 000 euros. D'accord? Donc en fait, aujourd'hui, il y a des accélérateurs, il y a des pépinières, il y a des réseaux de femmes qui vous aident, il y a la BPI, toi tu as plein de concours. Il y a des tas d'entreprises qui créent aussi des programmes pour les femmes aussi. Oui. Donc on pourrait éventuellement vous faire une liste et vous les envoyer. Il y a vraiment plein de choses tout le temps. Alors, ça demande un petit peu de recherche de votre part pour aller regarder, mais il existe énormément de choses. Et je rappelle quand même aussi que si vous êtes salarié, vous avez des heures de formation, ou CPF, que vous pouvez aussi utiliser pour ça. Donc, et puis des tas d'outils en ligne aujourd'hui qui vous facilitent. Aujourd'hui, créer un site web, si vous avez quelque chose de pas très compliqué, vous avez des sites, vous pouvez faire une page, vous allez peut-être passer 1 journée, 2 journées, 3 journées, mais vous pouvez le faire votre site web. Après, moi par exemple, je fais maintenant mes images, j'utilise Canva. Je ne sais pas si vous connaissez Canva. Canva, vous n'avez pas besoin d'être... moi, je n'ai jamais réussi à utiliser, je ne sais plus comment il s'appelle, Photoshop, là. Moi, Canva, Canva, je fais toutes mes images, je fais tous mes trucs, je fais toute ma com. Franchement, c'est pas super compliqué. Vous avez plein d'outils, il y en a plein comme ça, qui vous permettent de démarrer sans trop de moyens. Donc, merci parce que ça c'est vraiment les ressources. Alors, il y a peut-être d'autres ressources donc que tu peux nous... Moi Mais toi tu es plutôt... Je le fais moi-même. Moi il n'y a pas de budget, je prends l'appareil photo, je vais dans un parc, je te mets la petite couette, le nounours, maintenant j'ai acheté même un lit. Je vais le poser partout et hop, Alors si vous voyez un jour Jacqueline allongée dans un parc, c'est normal. J'ai plein de peluches à la maison. J'adore. Elle fait des photos partout. J'ai des nounours, j'ai des peluches. Voilà, je mets le chien à l'intérieur, le chat par-dessus. Et voilà, et je m'éclate. Oui, on peut faire, il y a plein à Paris, en région parisienne, dans les parcs. Après, ça dépend du produit ou du thème. Mais quoi qu'il en soit, une photo, c'est aussi comment l'autre va vous percevoir, quel est votre univers, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de diffuser, ou partager quand vous créez. Qui êtes-vous à travers les photos ou à travers les images? Moi j'adore faire des photos, mettre des citations, écrire une petite phrase marrante ou rigolote sur ma photo et puis envoyer. Voilà, c'est juste ça. J'ai même photographié des profils avec mon fils, on est nez contre nez, on fait une photo et puis hop, je booste ça sur Facebook. Ça fait, je me suis dit, je ne l'ai pas dit à mon fils, je l'ai boosté. Bon, moi, on me voit de profil, mais ça a fait le tour, ça a fait plus de, je ne sais pas combien de vues. C'est ce que j'allais te demander, cette communication, elle est importante. Voilà, mais c'est pareil, quand on veut faire de la communication, de la publicité, même sur Facebook, c'est vachement bien. Alors au départ, tu mets, puis tu te dis, en semaine, mais non, il ne faut pas faire en semaine. En semaine, les gens sont très occupés, il faut commencer à booster le vendredi au dimanche. Voilà, du vendredi au dimanche, le prix que vous allez mettre, mais vous allez avoir beaucoup plus de retours que sur un investissement du lundi au dimanche. Faut arrêter de... Voilà, faut pas le faire. En tout cas, ça dépend encore de votre cible. Si vous ciblez les mamans, les parents, les familles, booster du vendredi au dimanche. Et le vendredi, c'est plus court devant, je ne sais pas quelle émission à la télé. Le dimanche aussi, c'est... même le samedi, bon, on connaît les obligations, c'est les courses et plein de choses, un petit peu de ménage. Mais le dimanche, des fois, on est beaucoup plus détendu à regarder, tiens, on va regarder ce qui se passe sur Facebook et puis on va cliquer. Parce qu'en semaine, on va faire ça, puis on ne va pas cliquer, on n'a pas le temps de cliquer. Par contre, LinkedIn, c'est bien en semaine. LinkedIn, c'est très actif. Voilà, et faut juste s'adapter. Et ça, moi, je l'ai compris 2 ans après, mais personne ne me l'a dit avant.
Alors Et ça, c'est aujourd'hui, important, aujourd'hui de le aussi, dire. il faut que vous sachiez que sur Internet, il y a des gens, et notamment une femme qui fait ça, c'est remarquable. Vous avez des vidéos qui expliquent tout ça. Alors, bien sûr, c'est du temps à passer, mais vous pouvez optimiser votre communication sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, enfin tout dépend de votre Sur offre. YouTube, il y a Vous plein pouvez de... tout apprendre, il y a tous les tutoriaux, il y a vraiment des gens qui donnent du temps et tout ça c'est gratuit. Alors évidemment c'est du temps, hein, c'est pas magique. C'est ça. Donc si vous n'avez pas beaucoup de budget, à un moment donné il va falloir donner du temps. Oui. Voilà. Si vous avez un peu de budget, vous y Ça. passerez moins de temps. Mais en tout cas, sachez, et puis il ne faut pas vouloir non plus tout faire. Hein, Surtout pas. c'est pas à pas, on apprend, on teste. Hein. Jacqueline, tu l'as dit, tu as testé au fur et à On n'est mesure. pas obligé, il n'est pas obligé que ça soit écrit nulle part, que ce soit parfait dès le départ. Parce que de toute façon, le projet va évoluer et vous aussi, vous allez mûrir et évoluer et apprendre et améliorer et changer et dire, moi, le logo, quand je l'ai mis en place et quand j'ai lancé la société, je l'ai acheté sur Vista à 19 €. Je me suis dit, bon, ça sera l'étoile. Et puis, voilà, je ne vais pas bloquer en fait tout le travail que j'ai de communication à faire connaître le produit, qui est lui une solution pour un logo. S'il doit apporter une solution ou aider un parent ou une famille, eh ben la personne ne va pas s'arrêter sur le logo. Voilà, la présentation c'est très important, mais il y a des choses auxquelles on n'est pas obligé de passer un an dessus pour un logo parce que soit on n'a pas le budget, parce que ça coûte cher, parce qu'on ne sait pas exactement. Voilà, le mien il a changé, je l'ai redessiné, j'ai rencontré après au fur et à mesure un graphiste et je lui ai dit voilà, je veux ça, tu me fais ça. Et voilà, il m'a dit pas de problème. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, souvent, de manière générale, les femmes, nous, on se met des freins. Je faisais la maline tout à l'heure, hein, j'en avais pas. Oui, oui. Et là, j'en avais pas sur Digital, Voyez, mais j'en ai eu pendant longtemps avant, en fait. Et en fait, on se met des freins parce qu'on se dit, oh là là, il y a effectivement toute cette structuration du projet à avoir. Et en fait, évidemment, et je te rejoins 100 fois, le logo, on s'en fiche de savoir s'il est bon ou pas. Ce qui compte, c'est la capacité à y aller. Et à se dire, ok, tout n'est pas parfait. Et on accepte que tout soit pas parfait. Mais et si je commençais à sortir dehors avec mon projet? Et si je commençais à discuter avec quelqu'un de mon projet? Et si je commençais à faire ça? Et en fait, ce qui compte, c'est vraiment se dire, je vais être en mode expérience. Et bon, je me fais violence. 1 par jour, puis après 2 par jour, et puis après je vais essayer d'aller en faire 3 et d'aller voir des salons. Ça, et je pense qu'il faut lâcher prise et de se dire le reste, tout ce qui est structuration juridique, expert comptable, logo, marketing, le Facebook, pas le Facebook, ça suivra de toute façon. À un moment donné, on va y arriver, vous allez y arriver. Mais ce qui compte le plus, c'est sortir dehors avec son projet sous le bras. J'ai une jolie phrase pour ça, je dis toujours aux femmes que j'accompagne ou dans les ateliers, c'est que vous êtes magnifiquement imparfaite. Exactement. Magnifiquement imparfaite. Parce que, voilà, à vouloir toujours être parfait, en fait, on attend, puis rien ne bouge. Donc, magnifiquement imparfait, on apprend toute sa vie, de toute manière. On fait avec ses talents, et ses intelligences, son histoire, les gens qu'on rencontre. Et très souvent, et c'est d'ailleurs même tout le temps, on se découvre vraiment des trésors. Voilà. Donc vraiment, alors, même si vous ne le pensez pas au départ, faites-nous confiance. Vraiment, parce que, et c'est ce que je disais, à un moment donné, ce midi j'ai passé 2 heures avec des femmes sur le leadership humain. Et à la fin, on a fait un exercice pour demander finalement qu'est-ce qui était le plus important. Et il y a un mot qui revenait tout le temps, enfin de façon différente. Elle parlait, ce qui est important, c'est de rayonner, c'est la lumière. Elle parlait toujours de ça. Et finalement, c'est ça. C'est cette lumière que vous avez en vous, cette envie, vous pouvez mettre les mots que vous voulez. C'est cette force, parce que pour moi, c'est une force qui est incroyable et qui peut vous faire aller beaucoup plus loin que vous ne pensez au départ. Il faut juste un peu lâcher prise quand même. Et à la fois lâcher prise, et à la fois ne pas lâcher. Vous voyez, lâcher prise en disant j'ai confiance en moi, voilà, j'ai confiance en mon projet, je sais, je le sens, je ne suis pas parfaite, j'ai pas forcément toutes les qualités, et puis en même temps ne pas lâcher votre projet. Hein, c'est un petit peu ça. Exactement, c'est ça. Du coup, quelques astuces, quelques clés de succès, alors vous en avez déjà donné, mais si vous aviez à faire la synthèse d'astuces, de clés de succès. Je pense que tu l'as assez bien résumé. En fait, c'est quand même
sans être trop dans la magie, parce que c'est pas de la magie, c'est quand même un chemin aussi sur soi en fait, de créer son entreprise. Hein, parce que ce chemin, c'est avoir confiance en soi, c'est apprendre en marchant. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'ensuite, même quand on l'a créé, on apprend en marchant avec ses clients. Et en fait, ils sont hyper bienveillants, parce qu'ils disent ah, je démarre, bon, bah, on va vous aider, alors on va être bienveillant, et on va s'entraider. Et c'est ça qui est incroyable tant qu'on ne l'a pas fait, c'est de se dire qu'en fait, on prend la petite fille qu'on était par la main, et on se dit, bon allez, on y va. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire une fois qu'on sent en fait son projet, qu'on l'incarne, le reste suivra, et il faut s'autoriser à prendre en marchant. Voilà. Donc c'est effectivement se lâcher prise, ce regain d'énergie, d'y croire, autour de soi, essayer de s'entourer de gens, en tout cas au démarrage, qui croient en vous. Les doutes, maintenant que vous savez qu'ils projettent leurs propres doutes, leurs propres peurs, bah déjà c'est cool parce que c'est pas les vôtres, hein, donc c'est les leurs. Et puis je crois que c'est l'audace en fait. Et c'est quand même avoir ce petit grain de folie et de se dire j'y crois, c'est canon, j'ai qu'une vie, on n'est rien non plus dans cet univers. Mes risques, c'est quoi demain ça plante. Et ben, tu vois, il y a 10 ans, je me serais dit demain ça plante, oh là là, c'est la cata. Aujourd'hui, je me dis demain Digital plante. Et ben, j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire que je serais capable de faire autre chose. Ça, c'est aussi important, quoi qu'il arrive, de se projeter en disant que nous-mêmes, on y arrivera. Donc, les clés de succès, oui, c'est la confiance en soi, c'est s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est primordial. Parce que, et même parfois d'anciens ou patrons ou collègues en qui vous avez confiance qui vont jouer le rôle de mentor. Et de vous renvoyer des questions, de vous challenger un peu, de vous soutenir, de vous ouvrir des portes. Ça, c'est primordial aussi, tu vois. Moi, ça m'a aussi drôlement aidé. Ouais. On va parler, si je rebondis aussi un petit peu sur ce que tu dis, c'est les réseaux. Hein, donc, ne négligez pas les réseaux. Alors, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, LinkedIn, mais je ne parle pas de cela. Je parle de réseaux. Alors, il existe énormément de réseaux féminins. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais après, vous pouvez aussi faire partie d'un réseau mixte. Enfin, en tout cas, un réseau qui est en lien avec vous, ce que vous êtes, bien sûr, et un réseau en lien avec votre projet. Et c'est très important de sortir de chez soi, dans la mesure où vous pouvez le faire. Mais sachez que, en tout cas, dans le monde professionnel, les femmes ne sortent pas dans les réseaux. Les hommes sortent beaucoup plus. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui les hommes, la création d'entreprises ou les postes plus importants sont beaucoup plus masculins. Mais parce que les hommes, ils prennent le temps de sortir. Le réseau, c'est un formidable catalyseur de nouvelles idées, d'aides, etc. Donc prenez le temps de sortir. Je ne vais pas dire de sortir tous les soirs. Si vous pouvez le faire, pourquoi pas. Voilà. Mais sortez, donnez-vous un temps, un soir par semaine, un soir tous les 15 jours, selon vos possibilités, selon vos disponibilités. Mais sortez, allez à la rencontre d'autres personnes, des personnes que vous ne connaissez pas. Voilà. Parce qu'on a toujours tendance à rester dans son monde, et donc du coup ça tourne en rond, mais allez rencontrer d'autres personnes. La vraie vie, c'est les êtres humains, voilà. Des femmes, des hommes, des jeunes, peu importe, mais en tout cas allez échanger. Parce que des fois, en fait, enfin c'est même pas des fois, c'est tout le temps, vous avez un problème, vous posez une question, il suffit d'une minute, il suffit d'une rencontre. La personne va vous dire quelque chose, et là vous allez vous dire ah ben ouais, c'est ça. Voilà. Ça va prendre une minute. Mais cette minute, ce mot qui va être déclencheur chez vous, il faut sortir. Hein. Donc sortez, prenez le temps. Sur Meetup, vous avez des tas de... Vous connaissez tous Meetup? Ouais. Sur Meetup, vous avez des tas de choses qui sont gratuites. Gratuit, encore une fois. Donc ne me dites pas que c'est un problème d'argent. Non. Pas vrai. Bon, après, je sais que les femmes qui ont des enfants en bas âge, c'est compliqué, etc. Surtout monoparental. Il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a toujours une copine qui va vous aider à garder les enfants si vous êtes en monoparental. Le mari peut quand même de temps en temps garder les enfants aussi. Enfin, il y a toujours moyen quand on veut de trouver ce temps. Mais sortez parce que c'est là où il va se passer des choses. Vraiment. Aucun réseau ne se ressemble. Si vous rentrez dans un réseau, moi j'en ai fait plein, celui-là il ne me va pas, celui-là il n'a pas le même esprit. Il ne faut pas se dire on abandonne, il faut continuer à essayer d'autres réseaux. Ouais. Ça c'est
Moi, je suis contre les réseaux où il faut payer un abonnement à l'année, parce qu'on ne sait pas du tout si derrière c'est qualitatif ou pas. Donc, dans les premières années, comme ça, faut pas aller payer, on ne sait pas ce qu'on va payer. Il faut rencontrer plein partout, il faut faire des concours. Il y a sur Internet, il y a le site des calendriers, il y a le calendrier en fait des concours nationaux, locaux, régionaux, ça faut les faire. Il y a des concours même juste à l'idée, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore au projet, on n'est pas encore à la création, juste à l'idée. Et il y a des concours d'idées à la création. Et ça, moi je suis du 91, mais il y en a plein. Et les hackathons aussi. Vous avez déjà participé à des hackathons? Alors, les hackathons, je vous explique ce que c'est, il y en a plein. Ça c'est pareil aussi, il faudrait que je... On va essayer de vous faire toutes les trois une petite liste de chaque. Les hackathons, c'est extraordinaire. Je vais vous citer le dernier auquel j'ai participé. Moi, j'accompagne des femmes dans l'entrepreneuriat, mais des femmes qui ont vécu des violences, toutes sortes de violences, du simple harcèlement, si je peux dire, au pire, que vous pouvez imaginer. Et donc, cette association s'appelle Led by Air. Donc, tous les ans, elle organise un hackathon pour ces femmes. Alors, il y a une trentaine de femmes chaque année, il y en a une douzaine qui viennent proposer leur projet. Un hackathon, ça dure 2 jours en général. Et donc les femmes viennent pitcher leur projet et là vous dites tiens je vais aller aider cette femme pour son projet. Donc pendant 2 jours il y a une équipe qui se met autour du projet, hommes, femmes, jeunes, enfin il y a absolument tout hein. Donc vous venez autour de cette femme là et vous allez l'aider à monter son projet. Alors ça dépend où elle en est dans son idée. Vous-même, vous pouvez aller pitcher un hackathon. Hein. Après, il faut trouver le hackathon, il faut vous présenter, etc. Et là, les gens sont d'une extraordinaire bienveillance. Donc, vous avez des gens qui vont vous aider sur le marketing, sur la com, sur le business model. Ça dépend de votre projet. Donc, vous pitchez, vous dites, voilà, moi j'ai besoin d'aide pour ça, ça, ça et ça. Pour l'aide Baïa, par exemple, il y a une école Epitech qui vient toujours depuis des années. C'est là où sont les gentils. Voilà, donc ils viennent toujours, hein, ils participent toujours au hackathon de l'aide Baïa. Et donc, ils aident les femmes à créer en 2 jours, ils créent leur site web, ou ils commencent à créer une application. Bref, les hackathons, c'est extraordinaire. Dans les 2 sens, vous pouvez pitcher, mais au début, si vous ne savez pas trop comment ça se passe, vous pouvez participer. Et je vous assure, c'est extraordinaire. Vous rencontrez beaucoup de gens, ne serait-ce que d'écouter un projet, de voir un peu le monter, ça va vous donner des idées à vous aussi. Donc, participez à un hackathon, c'est gratuit, encore une fois, dans les 2 sens. Et il y en a plein sur Paris. Vous avez la chance d'être à Paris, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a des hackathons, il y a Orange qui en fait beaucoup, hein, les Watt. Ça s'appelle Watt quelque chose. Mais vraiment, je crois que je vous enverrai celui d'Orange d'ailleurs. Hein, ils en font tous les mois. Et je pense qu'il y en a d'autres d'ailleurs hein, qui existent. Donc ciblez, allez à un hackathon. Et ça c'est extraordinaire pour... Oui. Comment A-C-K-A-T-O-M. Oui. Mais on va vous envoyer, on va vous faire... on va rassembler toutes nos ressources et on va vous les transmettre. Il y a des espaces de coworking aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Des gens. Oui, parce que en fait, tu vois, dans le réseau, moi, ce qui me terrifiait par exemple à l'époque, je me disais de faire des réseaux, aller dans des réseaux, et j'imaginais des trucs un peu dingues et tout. Je me disais, mais. Non, mais attends, mais c'est pas si simple de te dire que tu connais personne, que tu vas pointer le bout de ton nez, de ta bouille. Oui, c'est ça, oui. Non, mais attends, c'est clair. C'est un peu l'angoisse. Et du coup, en fait, dans le réseau, en fait, tu as aussi le fait juste déjà de sortir de chez soi. Et moi, je m'étais imposé une discipline parce qu'à un moment donné, j'étais tellement mal là où j'étais devenue limite agoraphobe, tu vois. Et contrairement à ce qu'on peut penser. Bah oui, pas du tout, je suis surprise. Vous voyez, là, j'apprends quelque chose de Marilyn. Et du coup, je me suis mis une discipline en me disant, mais pour que je sorte de cette boîte, ce qui était. En fait, quand on travaille dans une entreprise, tu sais, tu as le côté un peu secte. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dedans, tu es mono-client. Et ton client, c'est ton boss. Et genre, c'est ton obsession du matin au soir. Alors, toi, tu ne deviens pas son obsession, mais lui, il est ton obsession, en fait. Et tu te dis, putain, mais comment je vais m'en sortir? Et en fait, un jour, tu réalises, un jour, tu te lèves pour le coup, et tu réalises que tu es dans une espèce de secte qui est monoclient. Donc déjà, tu as fait un pas. Et donc là, tu te dis, ah là, je le réalise. Donc je deviens clairvoyante. Parce que pendant des années, tu ne l'as pas été, mais c'est pas grave, c'était comme ça. Et là, tu réalises que tu vois la secte. Donc tu flippes et tout, tu dis que tu deviens parano, folle, enfin, que ça va pas du tout. Et tu te dis, mais comment je sors de la secte? Parce que
tu vois bien à la télé que les gourous et tout, ça se finit toujours très Oh. mal. Elle caricature un peu quand Oui, mais même, bon, c'est pour hein. réveiller les âmes. Caricature. Parce que je pense qu'on l'a un peu toutes vécu, ce truc d'être un peu mono-secte. Bah oui. Et du coup, je me dis, comment je vais sortir de ce truc? Et je me suis autodisciplinée en me disant, écoute, c'est simple, ta target, tu vas y aller mollo, une fois par semaine, tu sors de l'entreprise. Waouh! Et tu vas aller prendre un café avec quelqu'un que tu ne connais pas très bien, qui est dans ton réseau N+1. Parfait. Donc c'est quoi un réseau N+1? C'est un réseau de ton chéri, ton copain, ta copine, ta Vous cousine. avez tous un réseau, hein. Vous avez tous. Vous ne vous en rendez pas compte. Donc tu prends ta cousine qui fait je sais pas quoi et tu dis bah tiens, j'irais bien prendre un café avec toi. Et le simple challenge à la fin du café, donc d'abord c'est 1 par semaine, d'accord? À la fin du café, vous devez repartir avec 1 ou 2 noms de personnes à voir avec qui prendre un café. Ah oui. C'est le challenge. Donc vous avez tout ce challenge. Il y a la des semaine prochaine. applications d'ailleurs qui le font aussi, ça. Non mais c'est hyper important parce que déjà c'est parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais en one-to-one c'est toujours plus facile que une fois lancé dans le réseau, toi tu fais la maline. Mais lancer dans un réseau à 200 ou 300, c'est vrai, c'est vrai. enfin tu vois déjà tu sais juste, oh là là, ouais. je vais passer comme ça contre le mur avant de m'asseoir. Ils ont tous le même profil. Hein. Non mais t'es d'accord? T'as l'impression qu'ils sont tous Oh, venus tirer à 15 Vous exagérez un petit Non mais tu vois, on n'est pas toujours hyper confiance au démarrage Oui, c'est dans juste, le mot réseau. Ouais. Donc je pense que Et on te prévient pas que tu vas parler au micro. oui, t'as une tu minute vois, pour et te qu'il faut qu'on présenter. vote pour toi. T'as 400 et machin, personnes devant toi. T'as rien préparé. Et ça t'apporte. Et parfois ça fait plus peur, tu vois. Ouais. Et c'est pas toujours des trucs bienveillants, c'est pas qu'ils sont malveillants. Et en fait, ils se connaissent les uns les autres depuis longtemps. Ouais. Et tu peux le faire en parallèle. C'est vrai, c'est juste. Tu vois. Ouais, ouais, c'est Et vrai. moi, je me dis juste concrètement, je dis voilà, si votre challenge la semaine prochaine, c'était de vous dire, c'est décidé, je sors de la secte et je vais boire un café avec quelqu'un. Et mon challenge, c'est de ressortir avec 2 noms pour la semaine suivante. Et la semaine suivante, je prendrai 2 cafés. Et la semaine d'après, c'est 3. On peut Et après, prendre c'est un un thé déj. aussi. Et après, c'est un thé. Enfin, c'est ce que vous voulez. Mais ça, c'est concret. C'est concret. Et je trouve Ouais. que, au fur et à mesure, vous allez faire connaissance. Et tu fais quoi? Bah, je fais ça. Et t'as des doutes. Toi, j'ai des doutes là-dessus. Mais j'avance là-dessus. Et toi, non, non, non. Et en fait, ce côté humain, tu vois, de créer le lien, l'expérience. Et en fait, vous allez vous rendre compte. Et c'est là où j'ai découvert que l'être humain pouvait être sympa. Et qu'en fait, c'était cool aussi d'être bienveillant. Et c'est quelque chose, tu vois, dans les émotions dont on parle aujourd'hui, en fait. Quand tu crées ta boîte, en fait, tu te rends compte que tu te nourris effectivement de plein de gens qui t'apportent énormément de choses auxquelles tu n'aurais pas pensé même 2 ou 3 ans avant, en fait. Et ça, c'est cool. Et même, moi, il fut un temps, alors je l'ai toujours fait ça, enfin assez vite fait, on va dire, et j'ai changé plusieurs fois de poste, et tous mes postes, je ne les ai eus que comme ça. Donc je rencontrais effectivement quelqu'un de mon réseau N+1 qui me faisait rencontrer, et en général, au bout de 50 cafés, j'avais un nouveau poste. J'avais un nouveau poste, parce que c'est extraordinaire. Et quand vous demandez, quand vous rencontrez quelqu'un pour échanger ou pour lui demander son avis, mais sincèrement, hein, vous vous posez des questions, les gens sont... Vous ne lui demandez pas de vous trouver un poste, vous ne lui demandez pas quelque chose de très précis, vous lui demandez vraiment quelque chose d'extrêmement humain. C'est quoi, voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu peux partager. Finalement, les gens sont extrêmement bienveillants et donnent vraiment facilement. Et c'est une ouverture incroyable. Que vous ayez envie finalement juste de changer de poste, ou que vous vous posiez des questions parce que vous avez un projet mais vous ne savez pas trop comment le mener, etc. Vous allez trouver vraiment de l'aide, hein, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, une solidarité, une aide qui est incroyable. Donc oui, elle existe, véritablement. Mais, comme tu l'as dit, il faut se mettre quand même en action. En fait, c'est une discipline. Et pour ceux qui ont peur, il y a aussi des formations diplômantes. Pour ceux qui ne sont pas sûrs du projet, des formations diplômantes via le CNAM de Paris. Oui. Voilà, là-bas, en fait, à l'équivalent d'un BTS ou d'une licence, c'est très intense, ça dure 3 mois et demi. Mais ça, en fait, ça confirme que votre projet est viable ou non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents modules sur le développement, les finances, l'idée, comment la développer, les sources. Et ensuite, on passe donc le diplôme. Moi, je l'ai fait. Après, on passe le diplôme devant le recteur de Paris, de Créteil, de Versailles, des chefs d'entreprise, des directeurs financiers. On a 12 personnes en face. 3 mois et demi. 3 mois et demi. Et c'est gratuit? Moi, c'était gratuit. Ouais. Ouais, c'était gratuit. Bon. Mais j'avais déjà préparé. Oui. Alors moi, j'étais un peu... J'avais déjà préparé une étude de 350 pages sur mon projet. J'ai tout Super, tu les as fait flipper là. Mais c'est pas grave. C'est parce qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher.
vas chercher. Moi, j'ai cherché la population. Je ne savais pas combien il y avait de chiens, de chats dans une maison à Paris. Tu as fait une étude de marché. J'ai fait une étude de marché sur les animaux, les personnes âgées, les enfants, les petits, les grands, les garçons qui faisaient pipi au lit, qui ne faisaient pas, 300 000 petites filles, 700 000 petits garçons, la couette, combien donc si vous avez des sujets sur eux, voilà, vous posez la question. Tu cherches. Elle a tout. Et après, j'ai rentré dans le CNAM. Et mes leçons à moi, c'était du copier-coller de ce que j'avais déjà préparé. Donc ça a bien solidifié. Et ensuite, avec ça, c'est pour les projets quand on n'est pas sûr de soi. C'est bien aussi d'avoir la validation de... Moi, j'étais sûre, mais ça, c'était plus une revanche personnelle parce que j'avais arrêté les études un petit peu sauvagement. Et là, je me suis dit, tiens, une petite licence, allez hop, 3 mois et demi. Elle m'a dit, vous êtes prête? Je fais, oui, il n'y a pas de problème, j'ai 3 mois. J'ai dit à mon fils, j'ai dit à mes copines, vous ne me parlez plus pendant 3 mois et demi. Je ne prépare pas à manger, tu prépares à manger. Maman, elle rentre, elle mange, elle part. J'aimerais qu'on aborde le sujet financier. Parce que dans toutes les études que l'on voit passer, alors bon, après ça reste des études et des chiffres, mais je dirais que les freins sont quand même souvent très financiers. Hein. Donc c'est-à-dire j'ai peur effectivement de perdre, hein. Je suis obligée de faire un crédit, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Et puis c'est pas facile de lever des fonds, d'aller chercher de l'argent. Alors comme tu le disais Marine, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile. Cela dit, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les femmes, alors le chiffre est faible, mais elles sont encore, leurs demandes de crédit sont rejetées 2 fois plus que les hommes encore, hein, aujourd'hui. Bon, cela dit, c'est autour de 4-5%. C'est pas, ça a beaucoup, c'est le chiffre que j'ai vu, maintenant c'est peut-être forcément la réalité, mais aujourd'hui c'est quand même plus facile d'obtenir effectivement des prêts, ne serait-ce parce qu'il y a plein d'organismes qui aident les femmes aussi. Beaucoup, hein. Donc voilà, il y a des cautions, il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut aller chercher, hein. C'est vrai que c'est un petit peu, faut y aller, mais en tout cas, voilà, on peut plus facilement obtenir de l'argent. Cela dit, ça reste quand même un frein qui est évoqué par les femmes pour créer une entreprise. J'aimerais avoir un petit peu, alors vous l'avez évoqué, hein, mais comment vous avez fait financièrement, les peurs, comment vous faites aujourd'hui pour effectivement, comment vous avez fait pour créer votre boîte, et puis aujourd'hui, l'entreprise fonctionne, enfin surtout pour Jacqueline, comment on fait pour vivre, voilà, quel est l'équilibre financier, est-ce que c'est facile à atteindre? Donc moi j'ai négocié en fait un départ après 15 ans de boîte dans le privé, d'ancienneté, donc j'ai négocié dur et... Fais confiance. J'ai pas lâché un centime. Et du coup avec ça je me suis dit, voilà, je vais utiliser le quart et je vais investir dans la société, le stock, le site internet et tout ce qu'il fallait préparer en amont parce que quand le produit arrive, il doit arriver emballé. Quand tu dois l'expédier, tu dois préparer en fait toute la chaîne de préparation de commande à l'expédition, tous les frais que ça peut engager. Et j'ai calculé tout ça et j'ai fait, vraiment je suis partie avec pas grand chose, mais bon, beaucoup quand tu les as pas. C'est-à-dire que je crois qu'en tout et pour tout, j'ai dû dépenser 10 000 euros à peu près. Voilà, c'est bien donné un chiffre. Un petit peu de stock et à peu près 10 000 euros. Après, je me suis dit, bon, t'es lancé. Et vas-y, maintenant, il faut pédaler. Et du coup, en fait, plus tu vends, moi, je commercialise, je vends, ce que je gagne, je le réinvestis. Et dans les stocks, et dans les charges, et dans mes obligations, en fait, à payer, dans mes supports de communication. Et j'ai été approchée par des investisseurs, parce que le produit leur a plu, parce qu'il y a un gros potentiel. Mais c'est pas parce qu'on est... approché par des investisseurs qu'il faut lâcher tout de suite. Voilà, moi, ils voulaient une trop grosse part du gâteau et j'ai dit non. Ça fait 2 ans que je cours à droite, à gauche, même s'ils me proposent une grosse somme. À l'inverse, en fait, ils voulaient pratiquement être majoritaires de la société. Alors c'est très tentant quand ils vous annoncent les chiffres, mais il ne faut pas que ça soit trop... vertigineux, hein. Moi, ils m'avaient proposé ça peut venir vite, hein. Mais ils sont arrivés aussi très vite derrière et j'ai dit non. Ils étaient outrés parce que c'était une grosse somme,
Mais j'ai dit, c'est pas grave, je vais pas vendre ce que j'ai créé toute seule, en plus avec ma mère un peu, mon fils. C'est vraiment une création familiale et je veux vraiment essayer de la porter, de la développer et d'en faire quelque chose de bien et de laisser ça peut-être plus tard à mon fils, parce que des fois il me tacle dans le couloir. Il me dit, Neutralis, c'est grâce à moi. Je dis oui, qui c'est? Tu lui as donné des parts? Non, je ne lui ai pas donné, mais je lui ai laissé, j'ai fait un testament, tout est pour lui. Hein. Je n'ai pas dénigré. Petite question très pratico-pratique. Quand tu as quitté ton entreprise, tu avais le chômage? Oui. J'ai eu le chômage et je l'ai gardé pendant 2 ans et demi. J'ai même parce touché qu'il faut vivre quand même. Hein, voilà, j'ai même touché l'ASS. Hein. Après, j'ai vécu avec donc l'ASS qui s'est terminée il n'y a pas très très longtemps. Donc on s'est serré la ceinture, mais il faut accepter les règles du jeu. C'est-à-dire que quand on veut être entrepreneur, il y a des risques. Il peut y avoir, ça peut partir et exploser tout de suite, comme ça peut mettre du temps. Il faut prévoir en fait, c'est-à-dire quand on a, même si on gagne un certain montant, eh ben, il faut répartir ça sur 12 mois, sur 2 ans, sur 3 ans. Il faut se serrer la ceinture jusqu'au cran, jusqu'au dernier cran s'il le faut. Moi je serre jusqu'au dernier cran parce que je ne veux pas dépendre de n'importe qui. J'ai eu des amis qui m'ont demandé, alors c'est vrai qu'après il faut se renseigner sur le pacte d'associés. Moi on peut faire rentrer quelqu'un facilement, mais le jour où on ne s'entend pas, eh ben, pour le sortir, c'est très 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 difficile. J'ai une amie, elle, qui est rentrée, qui veut repartir et qui... La personne ne veut pas la laisser partir parce qu'elle ne veut pas la payer. Donc c'est très compliqué. Il faut vraiment mettre pareil, son nez dedans. Là aussi, alors, être très très vigilant sur les je prends personne, je me débrouille toute seule. Pareil, pour se faire connaître, j'avais fait... donc les salons, c'est très important, c'est très intéressant les salons. Il ne faut pas hésiter à appeler et dire ça fait 1 an que je suis créée, ça fait 5 mois que je suis créée. Ils sont très gentils, hein, ils vont vous baisser le prix, mais c'est incroyable. Et même dans la presse. Gratuit, même. Moi, j'ai jamais eu gratuit encore, mais la presse, je suis descendue de 39 000 € parce qu'il y a l'annuaire Média-Presse. Alors, quand on regarde les demi-pages, c'est 40 000 €, 50 000 €. Oh, mais j'aurais jamais ma demi-page dans ce magazine-là. Mais si, bonjour madame. Tu l'as eu à combien? Allez, vas-y. 97% de remise. D'accord. 300 ou 200 €. Vous avez vu, tout est possible. Tout est possible. Magnifique. Tout. Il faut oser. Faut pas se mettre des barrières. Oser. D'ailleurs, c'était dans voilà, faut franchir. Oser. Faut pas se mettre les barrières. Pareil pour la foire de Paris, je voulais faire un salon. Je me suis dit, oh bah tiens, je vais faire la foire de Paris. La fille, elle n'a jamais fait de salon, elle va attaquer le must sur la Paris Porte de Versailles. Allô, oui, bonjour, combien? 4 500 le mètre carré. Je suis, oh, mais je ne les ai pas. En plus, il me fallait 10 mètres carrés. Je dis, non, c'est trop, c'est cher. Il n'y a rien pour les créateurs? Ah non, 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 4 500. Bon, bah je raccroche, je vois le logo concours. Comme j'étais dans les concours, je me suis dit, ça c'est gratuit, je vais y aller. J'ai fait concours Lépine. Moi, je ne connais pas concours Lépine, concours international des inventeurs. J'ai signé, pas cher, moins de 1 000 €. J'ai dit, pas de problème, c'est quoi les conditions? Elle me dit, le brevet. Je fais, j'ai le brevet, tenez. Il n'y a pas de problème, 900 et quelques. Je dis, oh super, un salon pas cher. Moi, je ne pensais pas au concours, je me suis dit, salon pas cher. Et après, quand je suis arrivée dans le carré, l'univers des inventeurs, j'ai dit, waouh, la compétition, mais ils sont sans pitié. Hein. Moi, j'étais là, avec mes couettes. Il y avait mon fils, je passe devant le jury. Je savais même pas qu'il y avait un jury au bout du premier, deuxième jour. Le langage, il est pas rodé, c'est ton premier salon. Genre, non, elle l'a fait. Alors, j'ai dit à mon fils, bon, tu vas aider maman? Oui, oui, t'inquiète pas. Il était là avec moi, je fais maman, elle va aux toilettes. Bah, 2 jours après, hein, deuxième jury, c'est lui qui se le tape. Je dis, oh la vache, oh, c'est mort. Et après, on a fait 12 jours. Paris Porte de Versailles, on a fait Massy, Paris Porte de Versailles, en transport et tout, j'en pouvais plus. Quand on arrivait à la cité universitaire, il n'y avait plus de tram, il fallait aller à pied, c'était incroyable. Et après, il y a eu la cérémonie, et là, tu t'aperçois que tu as 750 inventeurs, et tu as les prix qui défilent comme ça. Et c'est magnifique. Après, oui, on a pleuré.
Et après, parce que tout le monde est parti avec les médailles, j'ai dit, oh, je me suis tapé 12 jours, un concours et tout, je pars même pas avec la petite médaille, ni celle qu'on met autour du cou. Et à la fin, ils nous disent, maintenant nous passons aux médailles prestigieuses. Je fais, bah alors là, c'est même pas la peine avec ma housse, les autres, ils avaient tous inventé des trucs extraordinaires. Et pareil, bon, parce que c'était la fatigue aussi, et après ils t'annoncent, ils te disent ce matin Mintel, médaille de bronze, Mademoiselle Jacqueline Danquic, protège couette, imperméable Neutrali, médaille d'argent, les caméras, la télé, t'as M6, t'as tout le monde, ne nous regardez pas, regardez devant vous. Et je me suis retrouvée avec un diplôme comme ça, les yeux comme ça, les cheveux comme ça, les ongles, on dirait un mécanicien. Et j'ai tenu mon diplôme comme ça, j'ai caché mes doigts. J'ai fait le sourire avec des cernes comme ça, j'en pouvais plus, j'avais juste envie de rentrer chez moi. Mais c'est magnifique, l'entrepreneuriat. On parlait des émotions, ça peut monter très haut. Mais tant qu'on a tout là-dedans, on peut vivre beaucoup de choses positives, vraiment. C'est génial. Alors Marilyn, hop, donc c'est bien, Jacqueline, elle a déjà répondu à la question d'après. J'ai même pas ce que un 2 en 1. Je reviens sur le côté financier, parce qu'il y a oui. peut-être quand même quelques... C'est un point important, hein, C'est j'insiste. hyper important. Ouais. Parce que pour plein de Si tu raisons. peux compléter. Parce que voilà. souvent il y a aussi une croyance quand tu es en couple où l'homme en fait, il n'y a que lui qui a le droit de prendre des risques. Et donc en fait, toi, tu as des enfants, c'est peut-être que le mien, mais j'ai pas l'impression quand même. Et on t'explique que, oulala, déjà il y a les enfants. Il faut quand même gérer le truc. Et en fait, tu te rends compte que de manière plus générale, mais après je reviendrai à la question, tu as des slots en fait dans la vie de femme, tu as des cycles. Ouais. C'est-à-dire que de 20 à 30 ans, tu fais tes études, ou tu bosses, ou tu sors, etc. Mais voilà, tu es sur ce train-là. Et puis à 30 ans, tu te dis, ah tiens, je parle d'expérience personnelle, je me dis, ah punaise, j'ai fini vieille fille, il faut quand même que j'arrête de bosser un peu, que je trouve un chéri. Puis à 32, 33, tu fais un premier enfant. À 36, tu fais le deuxième, et déjà tu es un peu une vieille maman, mais en même temps tu bosses, et en même temps, tu peux pas tout faire en fait. Tu vois, tu peux pas te lever la nuit comme ça et te dire que tu as enceinte du deuxième, que tu penses que tu vas mourir de fatigue, qu'il faut aller au boulot. Tu vois, là, t'es pas en mode rock'n'roll, l'entrepreneuriat, c'est sympa. Pas du tout. Et tu ne connais pas Jacqueline, donc tu changes les couettes en plus la nuit. Et là, tu te dis, oh oui, c'est un enfer. C'est horrible. Jacqueline, c'est pas non plus. T'as l'époux, enfin, t'as tout. T'as la secte au bureau, enfin, et t'as ton mec qui rentre le soir et qui te dit... Qu'est-ce qu'on dit? Et ça fait écho, hein, parce que ça rigole. Ça fait écho. Alors pendant que tu essayes d'en coucher un, qui évidemment se relève, je dis non, je peux dormir que si tu me donnes la main. Je te dis c'est 9h30 et j'ai mon challenge de faire un dîner cette semaine avec des gens que je ne connais pas trop pour refaire un réseau. Non, reste là. Donc, non mais, ça c'est aussi du concret. C'est qu'à un moment donné, c'est génial l'entrepreneuriat, mais quand tu as passé aussi certains caps, hein, parce qu'on n'est pas Wonder Woman. Enfin, non. Et je trouve que ce C'était cap ma conclusion. de... Merci. Pardon. Que ce cap des enfants en bas âge, des pipiolis, des poux, de la maîtresse, de la rougeole, des boutons partout, enfin il y a toujours un truc. Sauf si vous avez des super maris qui font la moitié de ce que vous faites. Il y en a. Gardez-les. Il y en a. Il y en a. Moi, j'en ai et tant mieux. Donc cela, il faut bien les garder. Hein, pour être très Ah, tu vois. D'accord. Ah, voilà, tu l'avoues. Peu importe. L'idée, c'est qu'on aime nos mecs, c'est pas le sujet. Mais c'est qu'il y a une réalité de terrain quand même, hein, comme on dit. La réalité de terrain, c'est que sur cette période, c'est joli, hein, comme ça. se rajouter la nuit, les quelques heures par nuit d'anticiper son projet, c'est possible, mais à un moment donné, vous allez finir en burn-out avant d'avoir commencé. Donc il faut aussi accepter que les étapes d'une femme, c'est bien, pas bien, peu importe, on est comme ça, et c'est merveilleux d'avoir des enfants, et d'avoir un chéri, et de faire des dîners, enfin peu importe. Mais on ne peut pas tout faire. Et il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Donc il faut être sur ce moment-là. Une fois que ce moment-là est passé, il y a effectivement le sujet du financier. Parce que un mec peut vous dire, oui mais attends, t'étais salarié, t'étais sur un trend, de changer de boulot, etc. Pourquoi tu veux tout lâcher? Ou lui est en train de le faire d'ailleurs. Oui, et lui c'est toujours plus facile, ou lui est en train de le faire. Et donc il y a toujours un tempo aussi souvent à se dire, toi d'abord, moi après, moi avant. Et puis un jour tu te réveilles et là tu dis, mais fuck. C'est mon tour. Parce que tu sais, le truc du compromis là. Non, d'abord c'est toi, non, d'abord c'est moi. Non, mais d'abord c'est moi. Non, mais je sais pas trop. Et ben un matin, tu te lèves
et tu as décrété que c'était ton tour. Et que là, fuck, plus rien peut t'arrêter. Et c'est parti. Enfin, tu vois, et du coup, ton mec a beau te dire, mais t'es complètement folle, tu gagnais super bien ta vie, t'étais partie pour être déjà là, ça veut dire que du coup, tu vas négocier un départ, tu vas gagner 2 fois moins, et en plus, même si ton business model tient la route, tu vas pas te payer avant 2-3 ans, et machin, et blablabla. Et du coup, tu as 2 options dans ce cas-là. Soit tu te barres avec les enfants sous le bras. Bon, après, tu te dis quand même, je vais quand même un peu essayer de négocier le truc. Parce que tu tiens à ton projet. C'est pour ça que pour revenir au début, c'est hyper important de l'avoir dans les tripes, le truc. Parce qu'une fois qu'on l'a dans les tripes, même son influence, en fait, familiale, vous la passez quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez tout essayer. 1, le rassurer. Non, mais ça va aller, mon amour. Ça marche pas très bien non plus. 2, vous allez tenter l'amadouer quelque temps. Ça marche pas longtemps. Il revient sur le truc du stress en fait, d'accord? Il a peur pour vous, il a peur pour le ménage. Et la 3e étape que moi j'ai fait, c'est écoute, de toute façon plus rien ne m'arrêtera. Donc une fois que vous êtes lancé, ça veut dire que vous avez l'énergie pour le faire et quoi qu'il arrive, vous continuez. Et sur le financier, du coup, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que quand vous allez vous lancer, vous aurez quand même un peu regardé quel était votre modèle économique, d'accord? Un modèle économique, c'est qui mon client, combien il me paye, à quel moment il va me payer, et c'est quoi derrière que je dois sortir pour acheter de la matière, si c'est une solution pratique matérielle, si c'est votre matière grise que vous vendez, c'est pas tout à fait le même modèle économique, parce que vous avez part de fournisseur, c'est vous, c'est votre temps à vous, d'accord? Et le cas de Digital, avant de lancer Digital, ce qu'on appelle pivoter, c'est-à-dire que j'ai trouvé le modèle économique où en fait, je me suis dit que dès le premier jour, je facturerais et je serais rentable. D'accord? Et des modèles comme ça, il y en a des tonnes aujourd'hui. C'est quoi les modèles qui fonctionnent? C'est surtout vous dire les charges fixes le moins possible. C'est quoi les charges fixes? Je me suis dit, la meilleure manière d'enseigner aux enfants, j'aurais pu ouvrir des locaux, avoir un premier local, où après l'école, les enfants viennent. Et je me suis dit, non mais attends, c'est de la folie ce truc. Tu vas payer un loyer, tu sais pas si ça va être rempli. Et je me suis dit, je veux un modèle où j'aurai pas de locaux. Du coup, je me suis dit, je vais aller dans les écoles. On m'a dit, jamais tu rentreras dans les écoles. On est dans les écoles. Donc depuis le premier jour, on a facturé, tu vois, peut-être 3 000 € le premier mois, peu importe. Mais le premier jour, je savais que j'aurais pas de charge, que du coup, mes gentils geeks, les profs, on pouvait les payer plus que ce qu'il me fallait, qu'on les prenait auto-entrepreneurs au démarrage. En fait, une fois que vous avez votre idée, ce qui est important, c'est d'enlever le maximum de charges en vous disant qu'aujourd'hui, comme tu le disais justement, les bureaux. Il y a 10 ans, il faut des bureaux, machin. Non, les bureaux, on s'en fout. Il y a des coworking, si vous ne voulez pas être toute seule, c'est super. À Paris, il y en a des tonnes. En région parisienne, il y en a des tonnes. Ça va entre 150 et 600 € si vous voulez être la reine du coworking avec le concierge qui vient vous amener vos vêtements. Et si en même temps, on n'a pas besoin de ça. Donc en fait, tout est possible aujourd'hui. Donc les bureaux, vous faites une croix dessus. Les locaux, essayez d'adapter votre business model. Et ça se fait beaucoup aujourd'hui en partenariat. Dans des locaux d'un tel, dans les locaux d'un tel. Ça se fait. Il y a beaucoup de partenariats. Énormément. Ouais. Et aujourd'hui, justement, si vous présentez un modèle économique avec des charges de locaux, les gens vont au contraire raisonner autrement en disant c'est pas bon parce que c'est plus à la mode d'avoir des locaux. Et ça se fait plus dans le business en fait. Regardez Airbnb. Oui, tout à fait. Ouais. Regardez Uber, ils squattent des voitures d'autres. Enfin, non mais tout est comme ça en fait. Donc si vous voulez avoir aussi, vous lancer dans quelque chose aussi d'innovant entre guillemets, il faut que ça colle aussi avec la réalité d'aujourd'hui. Et ça c'est important. Digital, voilà, moi je l'ai créé avec 1 000 € et j'ai mis 1 500 € d'investissement sur des robots, des ordis. J'ai pas levé d'argent, je vais pas l'enlever parce qu'en fait je me dis que le jour où j'irai enlever, j'aurai déjà démontré toute seule qu'en 6 mois ou 1 an le modèle il tournait tout seul. Et là ça sera beaucoup plus facile. Ouais. Mais c'est bien de s'exercer en fait et savoir anticiper. Oui, il faut. Même si je fais un plan A, en surbrillance, mettre un plan B. S'entraîner, juste s'entraîner. Pour que demain, si le plan A ne fonctionne plus, réagir tout de suite sur le plan B. Il faut être agile, hein, voilà. de toute façon. C'est ça. Il faut savoir jongler et tout de suite trouver une solution. Je voulais faire une toute petite, là toujours dans le technique, parce que vous avez toutes les deux créé votre entreprise, mais aujourd'hui vous avez le statut micro-entrepreneur. Que vous connaissez, et à partir de 2018, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2, que vous pouvez faire, que ce soit en commerce, ou voilà. Donc déjà, voilà, si vous êtes au chômage, vous pouvez bénéficier de l'ARC, c'est-à-dire avec des charges qui sont vraiment moindres, et ça pendant 3 ans.
Donc en France, on a quand même des formidables moyens de démarrer une entreprise assez facilement. Alors c'est encore plus simple qu'une création de société, un micro-entrepreneur. Bon, il y a des petites choses où faire attention. Après, il y a les solutions non éthiques quand on crée un site qui ne sont pas favorables à ouvrir un compte pour les micros, les autos. Mais ça a changé tout ça. Mais bon, maintenant... Tout ça, ça a changé franchement. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup d'outils. Bon, il faut juste un petit peu chercher ou vous faire accompagner. Hein, si vraiment... des fois, ça vaut le coup quand même de poser 2-3 fois la question à 2-3 personnes différentes pour être sûr véritablement et de bien partir dans le bon sens. Ça, c'est aussi important. Pour conclure, mais vraiment une petite phrase de conclusion, parce que j'aimerais qu'on puisse avoir un petit temps de questions-réponses. Et on est... Oui, on va démarrer les questions-réponses. Donc du coup, allez, une phrase de conclusion. Qu'est-ce qui finalement vous fait le plus vibrer aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse ? En fait, c'est juste un luxe extraordinaire de te dire qu'enfin dans ta vie, tu peux être libre. Tu as la liberté en fait. Quelle est la première motivation de création d'entreprise pour les femmes? Ah, bah, ça tombe bien. Heureusement, j'ai demandé ça. Bien. Ça en fait partie en tout cas. La liberté aussi. Enfin, il y a plein de choses, c'est très difficile de mettre. Ouais. La liberté, l'autonomie, c'est la première motivation pour 90% des femmes. Et la deuxième, qui est très on n'est pas importante... tout à fait autonome, mais on est libre. Oui. Ouais, Voilà. On assume, groupé, même quand il y a des hauts ou ouais. des bas, on assume, on se dit c'est le prix à payer pour Ouais. la liberté. C'est pas grave, je paye le prix. C'est pas grave, c'est dur. Des fois, on peut pleurer parce que c'est dur, parce qu'on est tout seul, parce qu'on se dit ah, comment je vais faire là. Est-ce que des fois, on peut aussi ne pas dormir la nuit, hein, avoir des insomnies. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, mais pas d'inquiétude, si vous parce que faites j'ai pipi pas au lit. adulte, non. Non, mais parce que voilà, on n'a même pas développé ce côté-là qu'on va se développer parce que j'ai d'autres idées encore pour aider les créatrices. La deuxième motivation aussi qui est importante, et vous en avez parlé, c'est de mieux utiliser ses compétences qui ne sont pas forcément reconnues dans les entreprises, voilà, ou de pouvoir en développer de nouvelles. Voilà. C'est vraiment les deux principales motivations pour les femmes entrepreneurs. Il nous reste encore un quart d'heure, mais après on peut encore en continuer. Les compétences et le potentiel. Donc, potentiel, tout à fait. Oui, je parle de... Excuse-moi. Des fois, on a des compétences, mais on a du potentiel qu'on ignore, talent, qui vont se développer, on devient quelqu'un d'autre après. Tout à fait. Voilà, des choses en tout cas qu'on n'utilise pas dans son cadre actuel. Un petit moment de questions-réponses, vraiment n'hésitez pas. Allez-y. J'ai deux questions qui s'adressent à toutes les deux. La première, c'est comment vous avez négocié votre rupture conventionnelle, si vous l'avez fait auprès de votre employeur, quels ont été les arguments pour l'obtenir. Et la deuxième, c'est est-ce que ce rôle, vous êtes tous les deux mamans, est-ce que vous avez eu des prises de tête sur le temps que vous accordez à votre entreprise par rapport à vos enfants? Est-ce que ça vous a décentré ou est-ce que vous avez mal vécu peut-être des pics de stress ou... Alors moi, pour la première question, j'ai pris un avocat. Bon, voilà. On s'entendait pas très bien, on va dire, c'était presque un divorce. Et du coup, j'avais toutes les cartes en main pour bien négocier le virage. Et comme je savais que j'avais plus ou moins quelque chose qui allait se dessiner, je voulais qu'il pense à moi en signant le chèque. Et je pense qu'il y pense encore aujourd'hui. Ça a dû lui faire mal partout en plus. Il a dû voir dans le journal pour le concours Lépine, sur le plateau de l'Essonne, du territoire. C'était d'autres concours gagnés. Ouais. Mais il m'a bien embêtée et je me suis dit, maintenant, je partirai, mais... Et pour répondre à ta question, écoute, moi je l'ai en papaouté. Donc en fait, je me suis dit, je déteste le conflit, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais tourner le truc pour qu'ils se disent qu'en fait, c'est grâce à lui. Donc j'ai quand même vachement réfléchi avant, ça m'a pris un peu de temps. La stratégie, ça. Hein. Et en fait, donc entrepreneur, j'étais associée dans un cabinet, etc. Et en plus, ils avaient besoin d'un peu des filles, et j'étais la seule femme associée de 40 ans, enfin, tu vois le truc. Et du coup, je me suis dit, comment je vais faire? Donc, je me suis mise à sa place, d'accord? Donc, un chef d'entreprise franco-français, ça filme pas, on peut dire, plutôt... Ça filme. Mais souvent... Mais tu vas couper quand même. Non, mais souvent, il y a beaucoup d'ego, en fait, d'accord? Donc, je me suis dit, si je me mets à sa place de la toute-puissance de l'ego, je vais nourrir son ego. Et du coup, je lui ai renvoyé ce qu'il voulait. Donc, tu sais, voilà, en plus, il m'invitait à déjeuner
pour me proposer de rentrer au capital du cabinet, tu vois. Et je choisis ce moment-là pour me lancer. D'accord. En plus, je le vois sortir et me dire oh, je suis trop content, je t'invite au restaurant. Ça fait 2 ans qu'il ne m'avait pas adressé la parole, donc quand même, je commence à sentir la pression, quoi. Et je t'emmène dans un beau resto, il m'emmène chez Ducasse. Et là, je me dis oh merde. Et en fait, le truc, c'est que je lui dis voilà, écoute, super, j'adore ce cabinet, c'est vraiment chouette. C'est grâce à toi. Et du coup, comme tu es un super entrepreneur, ça m'a donné des idées. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et du coup, moi aussi, et c'est vrai, tu vois, c'est pas un mensonge, c'est pas en papaouté, c'est vrai. Et j'ai tourné le truc en me disant, voilà, bah, du coup, moi, ça m'a donné envie d'ouvrir mes ailes. Je pense que j'ai bien appris, j'ai 40 ans, j'étais la bonne élève, et maintenant je vais me lancer, et je pense que tu peux pas m'en vouloir d'avoir envie, moi aussi, à mon tour, de me lancer comme toi, tu l'as fait il y a 15 ans quand tu as créé ta boîte. Et c'était vrai, enfin, tu vois, et du coup... donc il était déjà hyper content, en même temps un peu fier, etc. Donc sur le moment, ça s'est très bien passé. Après, il a réfléchi. 2 jours après, et il m'a dit... Tu peux pas me faire ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été maraboutée, il me dit. Tu l'as un peu manipulé de façon assertive, on va dire. Bon, et du coup, ça a été un peu chaud, mais en fait, voilà, il a fait la rupture conventionnelle parce que de toute façon, la loi le permet aussi aujourd'hui. Ouais. Et je trouve que le faire... En même temps, je l'ai fait au moment où je savais que je pouvais appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que je bossais déjà jour et nuit depuis 1 an, et dans mon cabinet, et la nuit sur Digital. J'avais tout préparé en amont. Le site internet était prêt, j'avais déjà des premiers clients potentiels, j'avais anticipé le sourcing des gentils geeks. Donc quand j'ai appuyé sur le bouton, bah voilà, le truc était lancé, et c'est plus facile en fait de négocier une rupture de manière un peu amiable et qu'on vous entende. Parce que vous êtes déjà prête à partir. Ouais. Ouais. Après, ça dépend qui tu es en face de toi. Oui, évidemment. Et des contextes, tout est différent d'ailleurs. On voit bien. C'est pas toujours simple. Hein. Moi, je l'ai fait aussi. Hein, je l'ai fait. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais c'est pareil. Moi, j'ai quand même pas mal réfléchi à la façon tu l'as dont manipulé j'allais dire les choses. Je sais plus, je me souviens plus vraiment. Mais en tout cas, oui, effectivement, je l'ai amené. Je leur ai fait comprendre que finalement pour eux c'était bien aussi, c'était une opportunité parce que ça faisait 6 ans que j'étais là, qu'à un moment donné, comme il le disait, il faut quand même mettre un petit peu du sang neuf, voilà, que j'ai accentué un peu mes défauts. Moi j'étais quelqu'un qui avait plutôt tendance à coucouner mes équipes et que voilà, des fois j'étais un petit peu l'emmerdeuse, on va dire, hein, celle qui disait les choses, bon, voilà. Et globalement, ça s'est bien passé. Voilà. Faut pas avoir peur. Je crois qu'il faut dire les choses comme on le sent, mais en même temps, il y a quand même de la stratégie. Et il faut le dire au bon moment, si tant est qu'on peut choisir le moment. Et surtout, quand je crois que tu l'as dit, il faut être sûr de soi. Je veux vraiment partir de cette entreprise, j'ai vraiment ce projet. Et ça se sent quand on échange avec les gens. Après, c'est pas toujours simple. Hein. Il se peut que parfois vous ayez besoin d'être accompagné par quelqu'un, etc. Mais c'est quand même une procédure qui se fait maintenant facilement. Elle se fait, voilà. Bon, parfois du temps. Parfois du temps. Il y a des gens qui vont vous dire, bah, ok, très bien, donne-moi tes démissions. Oui, mais au départ, ils disent toujours ça. Ils disent toujours ça. Mais donc on peut prendre un peu son temps. C'est pour ça qu'il faut quand même bien réfléchir. Il y a quand même de la stratégie, hein, je suis d'accord. Et c'est pas toujours simple. Hein. Je ne dis pas que c'est simple. Ça dépend vraiment de qui vous avez en face, hein, c'est sûr. Voilà. Bon, mais sachez aussi que, moi j'ai une amie qui s'est arrivée, elle n'a pas réussi, effectivement, elle a démissionné. Mais pour autant, elle avait monté un dossier et elle a pu être indemnisée par Pôle emploi. Aussi. Ça peut aussi se faire. Sinon, il faut démissionner et prendre un CDD derrière de 3 mois et après, il y a voilà. Voilà. Il y a des astuces. Hein. Il y a vraiment, voilà, tout à fait. Il y a vraiment des astuces. Il y a des astuces parce que c'est vrai que c'est une vraie sécurité. Aujourd'hui, on a la chance d'être en France, d'avoir Pôle emploi. Et c'est quand même une vraie sécurité pour démarrer un nouveau projet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et avec les enfants? Alors les enfants, c'était quoi? Les enfants, c'est les enfants maintenant, une fois qu'on a créé l'entreprise? Au moment quand on démarre, parce qu'avec le stress, le change de rythme, etc., est-ce qu'on arrive à gérer, est-ce que ça ne rajoute pas au burn-out? Tu parlais de burn-out tout à l'heure. Écoute, tu vois, étonnamment, les miens, ils ont 5 et 7, donc ils sont encore bien en forme. Et ben, je sais pas, c'est comme un déclic dans ta tête, le fait de savoir que s'il y en a un qui se casse le nez, un genou, etc., déjà tu es dispo pour y aller et que tu n'es pas obligé de lever la main en disant en fait je peux y aller. Tu te sens déjà tellement plus libre, déjà sur ces aspects-là,
que dans ta tête, même quand tu les vois, tu les vois, moi je les vois de 7h30 à 8h30, c'est pas beaucoup, mais cette heure où je les vois, déjà je les vois à fond. Et du coup après je rebosse, mais en fait je suis beaucoup plus cool avec eux parce que déjà je suis libérée d'un truc. Et je sais qu'à n'importe quel moment, tu vois, sur une sortie de classe où avant c'était compliqué, et ben je peux y aller, je peux les accompagner. Si un mercredi midi, du coup la nounou elle vient qu'à 13h, tous les mercredis je sais que je vais chercher mes enfants. Quoi qu'il arrive, à 11h30 là, je suis à la sortie de l'école, je les récupère, la nounou vient vers 13h, 13h30. Tu vois, c'est des choses que tu peux pas faire avant. Tu sais que cette heure et demie là avec eux, tu vas bosser le soir, de 21h à 23h. Mais en fait, tu t'en fiches parce que c'est ton truc, donc tu comptes même pas. C'est une autre façon de travailler voilà. en fait. T'es beaucoup plus souple. Oui, moi je peux pas dire mes enfants étaient grands, donc là, Mais de ce que j'entends en tout cas, c'est vrai, c'est que d'ailleurs beaucoup de femmes entreprennent pour ça. Parce qu'elles pensent que même si elles travaillent quantitativement plus, elles vont finalement être plus disponibles, elles vont organiser leur temps comme elles le souhaitent. Et donc du coup, globalement, c'est un argument. L'équilibre vie perso, vie pro est meilleur quand on est entrepreneur. Bien sûr. Femme. Bien sûr. En tout cas, ça ressort des études. Pas systématique, hein, c'est pas... mais en tout cas, ça ressort. Donc en fait, c'est pas vraiment un problème. D'autres questions ou des témoignages? C'était une question pour Jacqueline. Comment est-ce que vous avez trouvé le fabricant pour les couettes? J'ai cherché pendant 2 ans et demi. J'ai voyagé dans le monde de manière virtuelle, hein, je précise. Je me suis adaptée au décalage horaire, c'est-à-dire que quand j'étais en relation avec... j'ai trouvé des fournisseurs très sympas, mais bon, ça après sympa, on le découvre au fur et à mesure des échanges, avec, comme je disais à Marilyn, avec un bad anglais chinois et un bad anglais français. On a fait un perfect English, voilà. En plus la nuit, alors mais on a échangé pendant 1 an, mais c'est vrai que plus c'est loin comme ça, c'est trop compliqué. En France, alors j'ai atterri en Chine parce qu'en France, on m'a dit on s'autosuffit. Je n'ai trouvé aucune entreprise qui a voulu faire ça pour moi. Donc si j'avais une idée... Chambre de commerce, industrie, les Vosges, la Savoie... Ça se fait pas en France, ouais. Personne, même des fabricants, parce que la société qui le fait pour moi aujourd'hui, le fait que pour moi. C'est-à-dire qu'en Espagne, c'est franco-espagnol, elle ne le fait que pour moi, mais on s'est rencontrés, on a travaillé sur les grammages, sur la composition surtout. En France, personne n'a voulu faire ça. Personne. Je me suis dit, moi je voulais faire du Made in France. Je fais, accepte hein, maintenant. Moi je suis bornée, je ne comprends pas pourquoi. Après j'appelle les gens, mais pourquoi? Et du coup après j'ai rencontré une équipe française en Espagne. Elle m'a dit pas de problème, venez. Et j'ai pris l'avion. Et là par contre je suis allée les voir et je leur ai dit voilà je veux ça, je veux ça. Bon à la fin je me suis dit, vont me mettre dehors parce que c'est trop compliqué et finalement on s'est mis d'accord. Je suis repartie avec 50 kilos d'échantillons et des tests encore à faire pour voir si c'était pas trop chaud, pas trop ceci, pas trop cela. Est-ce que ça sèche bien, est-ce que ça passe bien en machine? Après on l'envoie à des instituts, lavez-moi ça 50 fois, lavez-moi ça 100 fois, je veux regarder, est-ce qu'il y a une déformation? Parce qu'on ne sait pas où on met. Moi je ne suis pas spécialiste de tout ça. Et je voulais quelque chose de bien pour mon fils. Si mon fils validait, ça passait après chez les enfants. Voilà. Le meilleur pour nos enfants. Voilà. Et du coup, après, il a validé, on a testé, on en a testé, essayé tellement avec des matières, avec du molleton, avec du coton, avec des bouclettes serrées, pas serrées, combien de bouclettes par centimètre carré. Voilà, c'est beaucoup de tests et après on en est arrivé. Mais j'ai fait le tour, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait en Turquie, en Grèce, au Portugal. Après je suis tombée avec des Portugais mais je ne savais pas parler, eux pas anglais, moi pas anglais, eux pas français. J'ai dit ça va être trop, comment je vais dire ne serait-ce que bouclette au coton, bon coton ça va. Mais là l'équipe française, Dieu merci, c'est magnifique, ça c'est vraiment, mais en plus c'est une société familiale aussi qui existe depuis 60 ans, donc on a vraiment ça et eux ils l'ont encore ici 60 ans après.
Donc, il y a des belles rencontres aussi. Ouais. Du coup, hein. Selon 99%, c'est des belles rencontres. 1% marque la mauvaise rencontre. Ouais. Mais après, ça nous sert de leçon. C'est bien de se prendre des claques. Moi, j'aime bien ça de temps en temps. Ouais. Bon, des claques de la vie. Il y avait une question. Oui, j'ai une question, c'est sur le financement. Quand les banques vous ferment les portes, parce que bon, malheureusement j'ai eu 2 cancers et je suis obligée de leur d'être transparente. Oui, tout à fait. Et là c'est blocage. Est-ce qu'il y a des moyens d'obtenir d'autres banques ou d'autres organismes qui seraient plus... Normalement, il y a des lois quand même pour ça. En tout cas, j'ai plus le nom là, ça me revient. Il y a 10 ans, donc... Comment ça s'appelle ça me revient plus, mais bon, j'ai bossé dans le monde bancaire, c'est le droit à l'oubli, mais c'est 10 ans. C'est 10 ans. Non, mais il y a autre chose. Il y a vraiment des banques qui sont spécialisées et qui doivent accompagner les femmes qui ont eu des cancers ou des maladies d'ailleurs. Il faut peut-être demander à la société ADI, qui aide ADI et peut-être aussi, ils ont un service juridique qui peuvent aider à parler de ça en fait. Et je pense que ça a dit, oui, mais je pense que ça, mais il y a autre chose, je suis certaine, le nom ne me vient pas. Mais les banques ne vous ont pas orienté vers des banques spécialisées? Non. Ah bah pourtant je suis certaine que ça existe. On va chercher, on va regarder ça aussi. Hein. Donc du coup je note. ADI fait et puis je sais plus. Et puis il y a d'autres choses. Après, c'est vrai que c'est un travail quand même un peu de fourmi au départ, c'est d'aller chercher un peu toutes ces aides. C'est par exemple comme moi je suis travailleur handicapé. Toutes les banques, ça je peux vous garantir, c'est la réalité en 2018, toutes les banques ne donnent pas de crédit aux travailleurs handicapés parce que j'ai des maladies, ils me disent oui mais vous n'êtes pas rentable parce que vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Voilà, et ça c'est clair et net. D'accord. Et ça, c'est le gros problème qui est à la société à l'heure actuelle. C'est qu'il y a des personnes, par exemple, des personnes qui ont des problèmes d'argent et qu'ils ont été, il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, ils ont fait des bêtises de la vie, malheureusement, qui arrivent souvent. Interdit bancaire. Les banques, ils ont vu que... Parce qu'ils font des recherches. Ça, c'est clair. On est affiché, ils font des recherches. C'est mort. Dès que vous sortez les personnes handicapées qui veulent faire des projets dans la société actuelle, c'est très difficile. Les banques, ils ne veulent pas. Ou alors, il faut vraiment que ça soit avec un taux très très bas. Sinon, c'est mort. Et les associations, elles ne peuvent pas les associations, se porter garant, je sais pas, il n'y a pas de... Aucun. Il n'y a pas de... Pour les femmes, il y a 7 ou 8 dispositifs. Il y en a d'autres, mais en parallèle, ils demandent aussi un pourcentage à la demande des trucs, voilà, c'est ça, ils demandent des pourcentages. 30%, et quand on n'est pas tout à fait d'accord, mais on est obligé de passer par là. C'est un gros problème. En tout cas, on va regarder. Mais il y a des bourses, après il y a des bourses, il y a la BPI qui, donne des subventions. Après, il faut regarder, en fait, il y a des chargés d'affaires par département ou par arrondissement dans Paris. Il faut trouver le bon chargé d'affaires de la BPI. Mais c'est vrai que c'est un travail de fourmi quand même d'aller trouver la bonne info. On essaiera de vous mettre les sites où on trouve quand même qu'ils sont un peu sérieux pour trouver tout ce qui est autour du financement, parce que c'est vrai que c'est une question importante. C'est une des questions. Mais ADI aussi, ADI fait pour les personnes non entre guillemets handicapées, aide beaucoup ADI à c'est un bon organisme, tout ça, ça c'est clair et net. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué pour les personnes handicapées ou les personnes qui ont malheureusement été malades, tout à fait. C'est vrai que c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais c'est pas impossible du tout. Et je pense qu'il y a, faut chercher un petit peu plus. Voilà, il y a des forums sur Internet, il y a des forums sur l'entrepreneur qui rencontre en fait cette problématique-là. Oui, mais des fois il y a tout et n'importe quoi. Il faut en lire plusieurs. C'est comme des recherches. Il faut prouver que le projet est fiable. C'est ça. Et on demande qui est rentable, qui va rentrer dans 1 an ou 2 ans, ça va... Ils sont plus exigeants, voilà. Ils sont plus exigeants avec les personnes qui ne rentrent pas dans les cases. Après, sauf si tu tombes sur un bon conseiller que tu es déjà depuis longtemps que tu l'as et que ça peut... Voilà, mais c'est très rare. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres... Attendez, parce qu'on doit vraiment... mais on peut continuer à poser des... Oui. Écoutez, il y a encore une question? Non, après... juste une remarque. Oui. Moi, je me suis renseignée très récemment sur les financements, notamment que propose l'ACRE. Oui. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas, moi j'ai découvert ça, alors je me permets de le partager, c'est que c'est bien, mais ça dépend aussi du statut qu'on avait avant, à savoir que si on a été cadre et qu'on a perçu en 2017 plus de 39 000 €, on n'est pas du tout éligible à cette aide. Ah d'accord. Excusez-moi, si vous dépassez... En fait, si on a perçu en 2017 plus de 39 000 € précisément de revenus. En termes de chiffre d'affaires, hein? De revenus. En tant qu'ancien salarié, avant d'être au Pôle emploi. C'est pas juste. Ah bah c'est écrit sur leur site internet de l'ACRE parce que j'ai regardé tout à fait ça change l'année dernière et je suis au chômage maintenant et je ne peux pas percevoir l'ACRE parce que j'avais plus de 30 000 €. Mais c'est pas une belle question. C'est étonnant parce qu'on ne demande pas, quand vous faites le dossier de l'ACRE, moi je l'ai fait en fin de droit, on ne vous demande pas vos revenus. Perçu l'année précédente. Alors pourtant c'est écrit noir sur blanc. Je vous et puis de toute façon mes revenus étaient supérieurs à ça et j'ai eu l'ACRE. D'accord. L'année dernière. J'avais fait ça. J'ai justement demandé à ma conseillère, elle m'a dit que non, en fait c'est les revenus d'activité de l'année après la création d'entreprise. Mais voilà, on est entièrement d'accord. Ça c'est ce que j'allais vous dire. Si ça dépasse le plafond, à ce moment-là, vous n'êtes pas exonéré de cotisations sociales. Voilà, voilà. Vous devez faire attention, c'est mal formulé. Non, rassurez-vous, c'est effectivement, vous devez faire attention, c'est que si vous bénéficiez de l'ACRE, il ne faut pas dépasser un certain plafond effectivement de chiffre d'affaires. D'accord. C'est là où moi je sais parce que chez Créactif, ils ont effectivement une personne qui est juridiquement extraordinaire et j'avais passé 1 heure avec elle. J'ai payé, hein. Alors je peux vous dire qu'en 1 heure, vous gagnez vraiment beaucoup de... Et c'est parce que souvent c'est très mal formulé, vous pouvez tomber sur des conseillers qui ne savent pas, qui vous racontent n'importe quoi, donc il faut être super vigilant. Mais en tout cas, ça, effectivement, ça concerne votre chiffre d'affaires. Quand vous êtes micro-entrepreneur. Déjà Oui, ça ne concerne pas les revenus salariés. Ça, j'en suis certaine. Ah, il faut préparer aussi le budget si vous commercialisez des produits, préparez le budget quand vous devez payer la TVA. Ah oui. Et préparez aussi le budget, 15%, 33%, si vous êtes imposable sur la société. Tout ça, en fait, il faut vraiment le mettre dans le prévisionnel pour pouvoir en fait, répondre à ces obligations de dépenses. Parce que la première année, sinon... Alors pour conclure positivement, non mais c'est une belle aventure l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure. Après voilà, ça demande, ça demande de la préparation, mais ça demande aussi ce petit grain de folie. Et puis surtout d'avoir confiance en vous, dans votre, de prendre soin de vous, de vous respecter, de vous écouter. À un moment donné de se dire moi qu'est-ce que j'ai envie de faire moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est quoi le sens, et puis d'y aller, de foncer. Et après, ça pourra prendre... Il y a plein d'entreprises qui pivotent, on va dire, hein, on parle de pivoter. Vous avez une idée, vous démarrez quelque chose et puis ça débouche sur autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est un chemin, de toute manière. Et je pense que si, en tout cas, si vous y croyez vraiment fortement, de toute façon, il ne pourra vous arriver que de belles choses. Je vous remercie de votre écoute. Merci.